Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui je reçois depuis le Québec un humoriste que j'adore, Stéphane Fallu. Comment ça va? Ça va super bien, très content de savoir qu'il y a des gens même à travers le monde. C'est une question de temps. Est-ce que tu as été surpris qu'un Belge te contacte pour faire un podcast? Oui, mais j'adore la Belgique. Je pense que c'est un des pays que j'ai visité le plus. J'ai été, je pense, 5 fois en Belgique faire de l'impro à l'époque. Quand j'étais au cégep, alors j'ai découvert Bruxelles la première fois que j'étais en Europe. J'ai passé 2-3 semaines à tous les années pendant 5 ans en Belgique. Alors j'ai fait le tour, mais c'est vraiment, je trouve que c'est comme être chez nous, mais avec des vieilles bâtisses. Oui, c'est ça. Je me souviens de 95 et 78. Ah, parfait. Tu vas comprendre tous les chiffres que je peux employer, alors. Parfait. Et en impro, qu'est-ce que tu pensais des Belges? Ah, ils étaient très, très forts. C'était le fun. On a une belle folie parce que j'ai découvert de la bière en même temps. Fait que, tu sais, j'avais 19 ans. C'était la mort subite. Mais moi, ce que j'aimais des Belges, c'était la générosité, c'était l'accueil. Il était bon, compétitif, mais il était très, très fort, ce que je me souviens. Je pourrais pas dire ça si c'était un podcast français. Et encore moins si c'était des Suisses. Ça commence bien. Je les aime bien pareil. Non? Moi, je voulais commencer le podcast par te remercier parce que, en fait, c'est grâce à toi si j'écoute de l'humour québécois. Hein? Pour quelle raison? Ça, je suis surpris. Mais en fait, c'est parce que j'étais sur YouTube, je traînais et je suis tombé sur une vidéo de toi, à Juste pour rire. Et moi, je connaissais pas parce que chez nous, Juste pour rire, c'est pas connu. Et je suis tombé sur ta vidéo de la contravention. Ah, ben oui. Hey, c'est un vieux numéro, ça, ouais. Ça fait une quinzaine d'années, ce numéro-là. Ouais, c'est 2008. Puis c'était un numéro que j'ai... moi, les galas, en tout cas, juste pour résumer, ça fait une vingtaine d'années que j'en fais tous les années. Yeah. Des galas à Juste pour rire. À Québec, il y a Comédia également. Plus, fait que, mais tu sais, à Juste pour rire, c'est tout le temps un plaisir, mais c'est un stress immense. Mais c'est le fun, parce que c'est vrai que c'est le fun, la durée de vie de ces numéros-là, d'aller sur YouTube puis se promener à travers la planète. Je trouve ça vraiment chouette. Je suis vraiment ravi. J'ai vu ce sketch-là que j'ai adoré. D'ailleurs, je le répétais aux gens, donc ils voulaient pas l'écouter parce que quand tu refais le sketch de quelqu'un, ça ne donne rien du tout, surtout sans l'accent, sans le jeu, enfin sans rien. Et c'est grâce à toi qu'en fait, je me suis dit, je vais regarder Juste pour rire, qu'est-ce que c'est, et j'ai découvert tout le monde, donc Mike Ward, Jean-Thomas Jobin, tout le monde après en fait. Il y en a tellement qui ont beaucoup de talent, mais c'est fun parce que veux pas, il faut écouter d'autres choses pour connaître d'autres gens aussi, puis d'autres humours. C'est ça. Mais l'humour belge, on les connaît, on en connaît un peu, mais tu sais, on a le classique des frères Taloche qui sont belges. Oui. Ouais, mais on n'en connaît pas une tonne d'humoristes belges. Mais il y en a pas encore beaucoup qui viennent jusqu'au Québec, mais il y a une bonne scène qui commence à se développer, ça commence à se professionnaliser. Si c'est comme l'impro, ça va être rapide, puis les Belges vont être super forts. J'espère. En tout cas, moi, je crois aux humoristes belges parce que je les ai reçus aussi dans le podcast. Pour le moment, j'ai reçu principalement des Belges et des Québécois parce que c'est le même rapport, j'ai l'impression, d'accepter rapidement, d'être généreux et de vouloir prendre du temps pour ça. Facilement, en tout cas. Mais moi, je trouve ça le fun parce que si on fait chacun nos podcasts, moi, j'aime participer au podcast parce que je trouve que il y a comme une liberté puis il y a une durée dans le temps. Tu sais, connaître quelqu'un moi je fais plus de télé au Québec, mais lorsque tu fais de la télé, c'est souvent 2 minutes et demie, 3 minutes. Puis là, il faut que tu aies l'anecdote super gros il faut qu'il y ait un punch à la fin. Fait que tu sais, on dirait que parfois t'as pas le temps de prendre le temps de discuter. Ouais, moi j'adore justement les podcasts et en plus les podcasts longs où on prend le temps de parler de plein de choses. Même en voiture, maintenant, c'est ça qu'on fait. On a écouté des podcasts. En tout cas, moi, quand je pars parce qu'en tournée au Québec, tu peux faire de la route énormément, mais c'est le fun d'avoir, d'écouter un podcast. Je trouve que pendant ce temps-là, tu prends le temps, t'es dans ton auto, puis tu fais juste écouter. Pour préparer l'épisode, ici, j'ai écouté les sous-écoutes que tu as fait. C'est assez spécial, les sous-écoutes. C'est un beau trip. C'est génial. C'est de l'alcool, c'est le faire devant le public aussi, c'est le fun. J'en ai fait un qui était pas devant le public. C'est complètement d'autre chose. Puis moi, honnêtement, je pense qu'il y a beaucoup de gens, c'est bizarre à dire, qui m'ont redécouvert grâce au podcast. Un public plus jeune aussi, puis il y a ce côté-là que je suis quand même, je pense que j'ai une bonne écoute, j'aime puncher, je connais Mike depuis longtemps, fait que c'est le fun. Je suis un de ceux qui l'écartent vraiment des fois, parce que je le connais vraiment beaucoup aussi, puis ça me fait rire. Mais ça se ressent, il y a beaucoup de complicité avec Mike, même dans l'épisode que tu as fait de ton podcast avec Café avec Fallu.
Fallu. Ouais, café photo. J'ai commencé ça. Ça, c'est un peu spécial des photos pour un podcast, mais je pense qu'on décrit les photos. Je l'ai fait avec Mike, parce que Mike fait pas beaucoup de podcasts. Il fait le sien, mais il participe pas une tonne de trucs comme ça. J'étais content qu'il le fasse. Puis là, on va le recommencer aussi. Je trouve ça, c'est un concept que j'aime, qui est juste, je trouve que la photo, mais l'imaginaire. Moi, c'est un podcast sur l'imaginaire, parce que c'est souvent ça, tu sais, le podcast, il faut que les gens aient une émotion puis qu'on puisse... Tu sais, que si tu ris, si t'es fâché, moi j'aime ça quand c'est dans les extrêmes un peu. Là. Mais j'ai adoré les épisodes. J'ai écouté celui avec Phil Roy en direct quand tu le faisais. Ouais. Avec Sam Breton. Avec Laurent Paquin, je l'ai écouté en voiture hier par contre, donc j'avais pas les photos. OK, mais c'est ça, au début, on a fait, moi, je le faisais sur ma page Facebook, puis après ça, mon équipe, on l'a mis un peu partout sur les plateformes. Puis là, plus ça va, plus on décrit les photos aussi. Et on a aussi Lise Dion, qui est une humoriste au Québec, qui est hyper connue. Fait que ça, j'étais content. Là, on va recommencer dans pas long, mais c'est sûr que le podcast, en tant que tel, tu sais, ça faisait longtemps, tu sais, que Mike, lui, je me souviens, la première fois qu'il est parti son premier sous-écoute, je l'avais fait avec lui, puis je me suis tout le temps dit, ça marchera pas. Et aujourd'hui, c'est ça. Il peut rire de moi, mais c'est ça. Moi, je fais encore de la télé. Mais d'ailleurs, le premier podcast que tu avais fait avec lui de sous-écoute, moi, c'est avec ça que j'ai découvert Mike Ward. C'est vraiment le monde à l'envers, parce que d'habitude, le monde passe par Mike pour me découvrir, mais là, c'est le contraire. Fait que je vais en profiter, parce que ça arrive pas souvent. Il faut que ça vienne de la Belgique pour que ça soit ça. Merci, la Belgique. Avec plaisir. Mais d'ailleurs, j'ai fait pas mal d'impro aussi, et quand il y avait des Québécois qui venaient en Belgique, je leur parlais toujours d'humoristes, parce que pour une fois, je pouvais partager avec des gens qui aimaient la même chose que moi, et je disais, il me disait, c'est qui ton préféré? Moi, je disais, c'est Stéphane Fallu. Et il me disait, mais comment tu peux connaître Stéphane Fallu? Il y en a dans l'équipe qui connaissaient pas parce qu'ils sont pas très humour, par exemple. Ah, ben ça se peut. Mais moi, j'ai pas été un excellent joueur d'impro à comparer à d'autres amis, mais il y a beaucoup d'humoristes qui viennent de l'impro. Tu sais, on parlait de Phil Roy, Mehdi Boussaïdan, c'est un joueur d'impro qui était excellent. Virginie Fortin, Richardson Sefir, qui est très très bon. Va voir ses capsules. Moi, c'est en impro, j'ai joué avec lui. C'est un gars que j'adore. Puis même dans les vieux humoristes, il y en a Jean-Michel Anctil, tu sais, encore en un impro faire quelque chose, il est vraiment très très fort. Mais tu sais, c'est ça. Laurent Paquin, c'est des joueurs d'impro incroyables. Puis moi, j'étais un cabotin là-dedans, mais j'aimais ça. Tu sais, ça me permettait d'aller sur une scène puis m'amuser. Ah, mais j'allais justement te demander un peu plus tard, c'était quel type de jouteur tu étais, mais donc c'était un cabotin, quoi. Cabotin, mais j'adorais ça. Mais moi tu sais, la base, là, moi, j'étais un gars un peu gêné, introverti, puis l'impro m'a permis d'aller sur une scène, de rencontrer des amis qui avaient les mêmes intérêts que moi, parce que c'est dur quand t'es dans une masse, souvent, t'es tout seul à avoir cette passion-là. Tu sais, toi, c'est l'humour, il y en a d'autres, tu sais, c'est le jeu, l'impro. Là, je me suis retrouvé avec des amis comme moi qui étaient pas conventionnels, qui étaient, tu sais, qu'on pouvait se mettre en short l'hiver parce qu'on trouvait ça drôle. On était des kings un peu niaiseux, tu sais, au cégep, puis moi, ça, ce côté-là, ça m'a permis de sortir mon fou, puis d'avoir du fun, puis de voyager aussi. J'étais un joueur moyen, mais tu sais, il y a des joueurs qui aiment ça dire, moi, j'étais très fort, mais moi, j'ai lâché l'impro à un moment donné parce que j'ai commencé à faire du stand-up, puis je trouvais que c'était deux disciplines qui ont besoin d'énergie, mais qui sont pas pareilles. Tu sais, le stand-up, c'est la précision, c'est le plaisir. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu apprennes, puis là, j'ai décidé de me consacrer à l'humour. Et est-ce que ça te manque parfois, l'impro? Oui, mais j'en fais un peu avec des amis, des fois. Il y a des concepts, des jeux d'impro, plus concepts. Okay. Mais ceci dit, tu sais, moi, faire une médiévale, 8 minutes, commencer oh, mon brave! j'ai plus cette énergie-là. Je suis comme, oh mon Dieu. La dernière partie que j'ai jouée, je pense que j'ai eu un personnage. J'ai eu tellement de pénalités parce que j'ai changé de voix après. À peu près à tous les 3 répliques, je me souvenais plus de ma voix. Mais j'étais un joueur d'équipe cabotin, mais moi, j'ai adoré ça. C'est là que j'ai... T'sais, je suis compétitif aussi. J'aimais gagner. C'était ça mon but, là. Moi, j'aimais l'équipe, j'aimais les tournois parce que, tu sais, en finale, que quand ton coach te dit va la chercher, puis d'y aller, puis de performer, tu sais, moi, c'est des belles années, mais il y a des joueurs qui sont vraiment, vraiment plus forts que moi, puis ça, je l'avoue. Mais moi, c'est le plaisir. Tu sais, j'étais un bon joueur d'équipe, là. Et si tu avais une catégorie préférée, ça serait laquelle? Moi, j'aimais les chanter. Okay. J'adorais les chanter. J'aimais beaucoup ça. J'aimais beaucoup les solos. Peut-être ce qui fait que je suis un bon stand-up. J'aimais ça partir tout seul, une 3 minutes.
puis de partir dans mon monde, puis d'écrire un truc ou de raconter une journée avec, puis de le faire avec des allées dans le temps, mais de faire ma propre narration de mon jeu. Moi, les chanter, ça me fait rire. Tu sais, j'aime ce côté-là. Oser, quoi, pour la chanter. Moi, je sais pas chanter et du coup, ça me bloque quand même tellement que c'est horrible à entendre. Moi, je sais pas chanter, ceci dit, mais moi, j'aime le rythme. Tu sais, faire un freestyle, tu sais, c'est quelque chose que j'aimais. Même les rimés, j'aimais ça. J'étais un des seuls, fait que je les faisais souvent, là. Quand c'était historique, fresque historique avec, là, ça, j'étais un peu moins bon, là. Tu sais, si je faisais à la Shakespeare, ben, tu sais, j'ai mes 3 liens, puis après ça, j'étais comme, ok, où c'est que je m'en vais avec ça? J'ai plus de stock, débrouillez-vous. C'est ça. Ok, j'aime pas mon père, on s'en va là-bas. C'est ça. Tu sais, l'impro, c'est une école du stand-up pour plusieurs, tu sais. Il y en a qui vont à l'école de l'humour. Moi, tu sais, j'y étais à l'école de l'humour, mais l'impro était ma plus belle école. Parce que sur scène, même aujourd'hui, je peux m'amuser dans toutes les situations. C'est l'impro qui m'a appris à me faire confiance. Hein. Mais c'est quelque chose que je trouve qui est très fort chez toi et qu'on ressent vraiment fort, c'est que tu t'éclates dans ce que tu fais. Ça se voit. C'est communicatif même. Tu prends beaucoup de plaisir sur ça. Mais c'est gentil, mais j'étais un gamin. Moi, quand j'arrive sur scène, là, même ça fait longtemps que je fais ça. Tu sais, en fin de semaine, j'ai recommencé mes spectacles un peu partout, faire des shows, pas d'entraque 1h15, puis j'ai fait 2h20 à chaque fois parce que à la fin, je m'assois sur un banc, puis les gens me posaient des questions, puis là, je m'amusais, tu sais, de décrire un peu ma vie, vers où je m'en vais. Mais il faut que je fasse attention parce qu'à un moment donné, ça devient un piège que t'amuses trop quand tu retournes dans ton texte. Les gens, des fois, ils aiment mieux le côté éclaté que le texte. Fait que là, il faut que je fasse attention, mais c'est en même temps. Les gens, c'est ça qui... Quand j'arrive sur scène, mais moi, j'ai mon sourire de gamin, puis on y va, là, on s'amuse. Hein. Bah oui, mais moi, c'est vraiment quelque chose que j'aimais bien. D'ailleurs, je crois que c'est ça qui m'a fait aimer la vidéo, c'est le fait qu'on voit que tu t'amuses. Les humoristes à cette époque-là, c'était très cadré. Moi, là, je me faisais chicaner. Je me faisais dire, parle pas au public, fais ton texte, sors pas du moule. Puis là, aujourd'hui, au Québec, il y en a plein qui font ça, puis ils sont encouragés. Et moi, j'étais à une époque que j'aimais, tu sais, j'aimais rire de moi, mais pas juste rire des mêmes personnes. Tu sais, même à l'époque, je regarde mes numéros, j'ai lu des fois mes textes, puis je fais, mais je suis vraiment pas dans la bonne époque pour ce que je faisais. J'ai fait un texte sur le racisme, là, 24 ans, mais on peut plus retrouver nulle part. Mais tu sais, personne parlait de ça à l'époque. Tu sais, j'étais un blanc qui parlait qu'on a des préjugés, puis que je trouvais ça drôle que toute ma famille a des préjugés parce qu'ils viennent d'un petit village en Gaspésie, puis je décrivais tous les préjugés. Puis là, tu fais, aïe, c'est complètement fou, là, mais... C'était un avant-gardiste. T'sais, quand tu regardes mes numéros, là, mon rythme est assez slow, là. Les gags, tu sais, aujourd'hui, ça va plus rapide. Puis mes looks sont affreux. J'ai comme... c'est affreux. Bah, il y en a qui s'en sortent pire que toi. Je veux dire, si tu regardes un Martin Matt avec son pantalon de cuir... c'est sûr qu'il y en a qui étaient... Mais non, mais j'ai beaucoup d'amis, ça me fait rire aussi. Tu sais, j'ai commencé à faire de l'impro avec Laurent qui avait plus de cheveux. Beaucoup plus mince. Ça, c'est juste drôle. Moi, j'ai plus ou moins le même visage. Fait que tout le monde fait, c'est en quelle année, ça? Puis là, ils regardent mes chemises. Quand j'avais une commandite du château, ça, c'est une boutique de vêtements un peu spéciale, semi-funky, ou les chemises ouvertes, ou dans ce temps-là, il y avait beaucoup de fêtes aussi. Fait que c'était des lendemains de fêtes. Fait que je prenais la chemise qui était là, puis je m'en allais sur scène. Et au moment où on enregistre, donc on est le 15 septembre 2020, et hier soir, c'était la première de la 7e saison de l'émission télé que tu présentes, qui s'appelle Refuge Animal. Est-ce que tu as déjà des retours de l'émission d'hier? Ah oui, les gens écrivent beaucoup, c'est fou. C'est une émission qui est sur une grande chaîne, qui est diffusée à 1h à 19h, fait que c'est quand même un show prime time, si on peut dire. C'est la 7e saison que je fais ça. Je suis bénévole dans un refuge. C'est pas de l'humour, ceci dit. Mais même cette année, il y a des moments plus légers. J'aime les animaux, mais cette émission-là, on a pris un risque d'être le Fallu, le vrai Fallu, celui qui est plus sensible, celui qui est ce que je suis dans la vie, parce que mon personnage sur scène, même si j'ai pas une perruque puis une moustache ou des lunettes. Tu sais, c'est un gars qui est éclaté, là. C'est un gars qui est perdu. C'est un gars qui comprend pas toujours ce qui se passe, tu sais. Tandis que là, c'est moi, le gars un peu sensible et tout ça. Puis c'est une émission, c'est ça. Fait que je reçois beaucoup d'amour au Québec par rapport à ce show-là. Puis j'adore ça de faire ça, mais c'est impressionnant comment les gens, quand ils t'aiment, ils t'aiment. Ça, je souhaite ça à tout le monde parce que, tu sais, puis le monde en humour m'aimait, mais là, c'est pas comparable. C'est à travers le Québec. La réaction est super le fun. Je reçois des super bons commentaires, mais les gens sont attachés
leurs animaux. Je suis content de faire ça, mais c'est drôle parce que sur scène, ça me permet d'être un peu plus déjanté. Vu que j'ai mon côté sérieux, ben là, j'ai mon côté que je fais sur scène. Les gens qui viennent me voir, puis je leur dis tout de suite, là, c'est pas du refuge animal. C'est marrant, du coup, qu'ils aient choisi un humoriste pour faire une émission qui, au final, est assez sérieuse quand même. Tu sais pourquoi on t'a choisi au départ pour faire ça? À la base, je crois que... Mais avant, j'ai fait une autre émission, fait que c'est ma 9e saison du show de l'animaux à la télé au Québec. C'est une audition, mais j'aime les animaux, puis la productrice, parce que tu sais, dans notre milieu, dans notre métier, en tout cas, quand tu vas parler avec plein d'humoristes, il y a tout le temps des gens significatifs qui te donnent un break ou qui pensent à toi, que tu t'attends pas du tout. Puis ça change le reste de ta carrière parce que tu as besoin d'avoir du talent puis beaucoup de chance. T'sais. La chance, là, ça fait partie du métier. Puis moi, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit j'aime ton côté parce que j'avais fait un numéro à la base, si on retourne en arrière, j'ai fait un numéro dans mon premier spectacle officiel je parlais de mon adoption, qui était un numéro que je décrivais que j'étais adopté, puis ça, je l'avais jamais dit à personne, fait que ça a fait un boom au Québec dans les médias parce que, puis là, j'ai fait beaucoup d'entrevues dans les grandes radios, dans les trucs comme ça. Puis je m'attendais pas à ça, ceci dit. Là. Et à partir de là, ben j'ai eu un côté un peu plus sensible. Puis je pense que c'est à partir de là que qu'ils ont pensé à moi, peut-être que les animaux, mais c'est pas un show d'animaux, là, je suis pas un vétérinaire, là, je suis pas François Bellefeuille, je fais pas, cette semaine, nous allons faire une chirurgie, nous, on reçoit des gens qui viennent porter leurs animaux, puis ben, des fois, c'est des gens qui ont perdu leurs emplois, des divorces, des animaux maltraités, puis nous, après ça, avec l'équipe, on leur trouve une famille, ou sinon, ça fonctionne pas, il y a des rescues, tout ça, fait que, c'est un côté qu'on rentre dans le quotidien d'un refuge, mais moi, je pense qu'en humour, c'est le fun d'avoir les deux côtés. Parce que, tu sais, on est des clowns tristes, souvent. Souvent, oui. Mais s'il y a des gens, en tout cas au Québec, qui écoutent le podcast, allez voir ça. C'est sur TVA, c'est ça, 19h45? Oui, mais les gens, c'est ça, ben, je vais faire de toute façon le lien de ton podcast aussi, mais les gens ici aiment ça. Il y a beaucoup de monde qui aime pas ça parce qu'ils pleurent, puis c'est drôle parce que, tu sais, je fais de l'humour, puis je fais un show qui fait pleurer le Québec. Fait que c'est quand même très drôle, mais moi, j'aime ce côté-là, d'avoir la chance de pas être une personne ou juste un truc. C'est ça que je me posais la question, parce que moi, j'ai regardé, du coup, que la bande-annonce que j'ai vue sur ta page, et j'avais déjà les larmes qui arrivaient sur la bande-annonce parce que les animaux, moi, ça me touche directement. Pleurer et rire, c'est deux émotions qui sont très près. Oui, c'est deux émotions aussi qui sont très vraies. Tu peux pas le feindre, quoi. Tu ris, c'est naturel. Tu pleures, ça vient, c'est comme ça. Tu peux pas le créer. Tu vois ce que je veux dire? Oui, puis le rire, on peut avoir des techniques, parce que tu sais, du rire, c'est technique. Il y a une école de l'humour, fait que tu sais, c'est au début, à la base, on peut tous avoir une base en humour. Après ça, t'as ton instinct comique, c'est ça, tu l'as ou tu l'as pas. Même si t'as un bon texte, puis t'es pas capable d'avoir un delivery, puis un rythme, puis du charisme, mais ça marche pas. Je dis pas que j'ai tout ça en passant, là. J'ai un des trois. Moi, j'ai un des trois. Puis faire pleurer, ben, c'est juste être vrai, puis de vivre quelque chose, puis de laisser aller. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai en moi, mais tu sais, ça me fait rire en même temps. Puis tu sais, j'ai beaucoup de blagues sur moi à cause de ça, tu sais. Fallu, c'est l'ami des animaux, c'est un sensible, mais en même temps, regarde, c'est comme ça, on est ce qu'on est. Ben oui, mais moi c'est un côté que j'aime bien parce que j'aime bien que on voit pas beaucoup d'hommes qui osent être émotifs. Et donc moi je trouve que c'est bien d'en avoir comme toi. Mais c'est drôle parce qu'il y a des fois il y a des personnes âgées qui me disent hey, toi tu pleures tout le temps. T'as-tu un petit chien, tu vas-tu pleurer là? Puis là ça me fait rire parce que de l'autre côté, tu sais, je suis un humoriste avant tout parce que ça, tu sais, je fais ça une petite période de ma vie, mais le reste du temps je fais des shows d'humour. Moi ça me dérange pas. Puis à un moment donné je me suis dit ça va-tu enlever mon effet comique ou est-ce que ça va déranger ce que je fais en humour? Puis non, moi je pense que je peux faire les deux. C'est ça que j'ai le goût de le faire. Même avec mon podcast Café Photo, on rit, mais comme avec Martin Vachon, il a pleuré, puis c'est correct. On n'est pas obligé d'être tout le temps. Tu sais, être un être humain, moi je pense, avec tout ce qu'on vit même présentement, c'est d'être connecté sur toi, puis sur les autres, puis moi je pense que c'est important. En tout cas, moi je le sens bien. Tu sais, le gars il pleure pour aucune raison. C'est ça que je trouve chouette aussi dans tes épisodes de podcast, c'est qu'il y a des petits moments émotion où tu le dis toi-même, excuse-moi, je suis émotif, je vais couper mon micro. J'aime bien ces moments-là parce que on vit un moment en même temps que vous en l'écoutant. Je trouve ça assez chouette à écouter. Moi, je me donne la chance, mais tu sais, avant, je l'aurais pas fait, mais tu sais, je vieillis, puis on dirait que s'il se passe quelque chose, j'ai plus le goût d'être une autre personne pour faire plaisir. Tu sais. Même dans mon stand-up, présentement, mes nouveaux numéros, ben j'ai décidé que là, je travaille plus avec plein de monde, je travaille seul, je me laisse aller, puis je fais ce que ça me tente de faire, ce que je trouve drôle de moi. Okay. Je le dis aux gens dans la salle, mes sujets, des fois, peut-être, ils vous toucheront
toucheront pas, mais parce que si ça vous touche pas, c'est parce que c'est vraiment ce que vous vivez. C'est juste ce côté-là de, au lieu d'être tout le temps, lui, tu sais, de descendre quelqu'un, moi, j'aime me poser une question avec le public sur scène. Hein. Comment je vais faire pour continuer à être avec ma blonde parce que, tu sais, je sais qu'il y en a plein qui sont gossantes, mais elle est particulièrement gossante. Puis là, c'est drôle, la réaction du public, parce que, tu sais, c'est que ça soit vrai ou faux, le public fait ce qu'il veut avec, mais de voir, moi, j'aime voir des réactions, des « Oh, ben non », ou comme parler d'infidélité, ça me fait rire, parce que tout le monde dit qu'ils sont pas infidèles, puis là, je commence à discuter qu'est-ce qui est de l'infidélité. Je parle de la porno, est-ce que c'est de l'infidélité? Puis là, il y a des gens qui font « Ben oui, dans la salle ». Puis Caroline, que je suis infidèle, puis je regarde un gars, c'est sûr, toi, tu l'es beaucoup plus que moi, hein. Puis là, on rit. Aller regarder les photos des amis de ta blonde sur Facebook, là, selon moi, c'est plus élevé qu'aller regarder de la porn. T'sais. La porn, c'est des étrangers, tandis que l'autre, c'est des amis de ta blonde en costume de bain. Et là, ça me fait rire parce qu'il y a du monde qui font ben là, ça se fait pas. Je pense d'être vulnérable, c'est pas une faiblesse, puis moi je trouve que c'est un truc que moi j'aime exploiter. Fait que tu sais, on a chacun nos petites pistes qu'on aime aller, puis moi ça je trouve ce côté-là d'être, tu sais, des fois je me plante. Moi je le dis des fois en entrevue là, hey là j'étais pourri là, j'étais pas bon ce show-là. Puis souvent les journalistes le prennent pas cet extrait-là, puis ils prennent les extraits qui sont plus classiques. Moi je le dis des fois là, pendant 2 semaines, j'ai dit ça en entrevue, je dis pendant 2 semaines qu'on tournait Refuge, j'étais pas bon, j'étais pas capable, je sais pas, ça sortait pas, j'étais pas là. Puis ça me fait rire, ben, ça arrive des fois qu'on n'est pas bon, mais qu'est-ce que tu veux, on passe à travers puis on travaille fort. Ben oui, il faut montrer ces moments-là. T'en as discuté une fois avec Mike Ward qui disait que lui il voulait bien qu'on filme un show, mais seulement si on montre les moments où ça ne va pas. Je trouvais ça génial parce qu'on ne voit jamais un humoriste qui se plante. Donc quand quelqu'un commence dans l'humour, il se compare à quelqu'un qui fait que des hits tout le temps et on se dit ben on sera pas faire ça. Mais la télé il coupe pour avoir du rythme, mais il enlève parce que moi j'aime le malaise, tu sais quand personne rit là, il y a quelque chose qui se passe qui est le fun. Tu sais quand tout le monde rit pas de la soirée, non. Mais si tout le monde rit puis personne rit un gag en même temps, mais ça c'est drôle de parler de ça. Qu'est-ce qui est arrivé? Comment ça se fait que tout le monde sans se parler, sans se convaincre, vous avez décidé en même temps? Non, ça c'est pas bon. Débrouiller avec ça, de désamorcer, de trouver des solutions. Oui, puis de dire à quelqu'un, toi t'es-tu tout le temps bon? Tu travailles où? Ok, c'est ça. Tu sais, si je vois ta job, t'es sûr que tu vas tout le temps être up, hein? Parce que vous autres, vous êtes au-dessus de moi, hein? Vous êtes des super. Tu sais, des fois, tu leur ramènes ça à eux, puis ça fait un beau moment d'humour, puis après ça, tu peux faire comme ah, il était vraiment pas bon mon gag. Mais ça, je trouve que ce côté-là, c'est drôle quand tu l'utilises une fois de temps en temps. Ouais. Mais justement, au niveau des scènes d'humour, t'es remonté sur scène la première fois après la pandémie, le 27 juin. Qu'est-ce que ça faisait de retrouver la scène après tout ce temps sans faire de scène? Le plaisir de faire la voiture pour descendre à Québec, 2h30, 3h de route avec des amis. J'étais avec Pierre-Bruno Rivard, que je sais pas si tu connais, ouais, puis Étienne Dano. Non, Étienne n'était pas avec nous, j'étais tout seul avec PB River. Puis on a parlé, on a discuté, on a jasé, on a parlé de nos trucs. Tu sais, de juste le processus, parce qu'un show d'humour, c'est, en tout cas pour moi, c'est pas juste embarquer sur scène. C'est 3 heures avant, la route, arriver là-bas, la loge, qu'est-ce que t'as dans le petit craft pour la bouffe, de prendre un drink ou de pas en prendre. Là c'était de suivre tu sais, de suivre des lignes, avoir des masques, tu sais, c'était complètement différent. D'arriver dans une salle avec des gens espacés, mais tu sais, en arrivant sur scène, mais là, tu t'amuses puis tu fais, OK, c'est le plaisir d'être sur scène. Puis ça commençait avec calisse que je suis content d'être ici, tu sais. Oui. C'était vraiment senti. Puis après 3 gags, je fais, honnêtement, j'ai trop bu pendant le confinement, j'ai besoin d'un ramen coke. Puis fait qu'il y a une personne qui était me chercher un verre. Fait que je fais, c'est le retour de la vraie vie, je vais le boire avec la paille parce que je peux pas, vu que tu l'as touché, mais ça me fait très... Puis on fait juste 2 shows. Le premier était super le fun, puis le deuxième, on avait une confiance en nous, puis le deuxième a été de la merde pour tout le monde. Là, c'était le retour à la réalité de OK, ça va arriver. C'est souvent, quand tu prends la confiance après une première scène, que tu la refais, c'est compliqué. Mon plus gros beat, c'est ça. Un samedi où c'est vraiment la meilleure scène de ma vie. Et le lendemain, je refais le même sketch exactement pareil. Et c'est un tunnel de 15 minutes où il se passe rien du tout. Ça fait partie de l'apprentissage. J'ai bien appris ce soir-là. C'est ça. Il faut juste pas que tu le refasses trop souvent. Moi, je me suis planté des fois, mais en même temps, regarde, c'est le même que t'apprends. Oui, clairement. Mais faut quand même supporter ça. Pas évident toujours. Surtout, là, c'est quand t'invites ta famille qui t'ont pas vu depuis longtemps, puis là, tu dis, comme, tu sais, tu commences à faire de l'humour, puis tu fais, je vais être humoriste. Puis là, j'avais déjà un emploi, puis mes parents faisaient, ben oui, mais c'est un loisir, c'est pas un métier. Ils viennent te voir, puis t'es dans un mauvais bar avec des gens qui boivent un peu trop, tu sais, qui te pitchent son lord entier, puis que c'est vraiment mauvais parce que tu fais de l'humour avec tes amis, puis là, c'est des adultes qui font de quoi tu parles.
Je connais ça. Est-ce que pour toi, c'est reparti plus ou moins normalement les scènes maintenant ou pas encore? Je suis chanceux parce que dernièrement, j'ai fait, depuis que les scènes ont ouvert, parce que au début, c'était beaucoup de virtuel, ce spectacle-là. Il était un des premiers au Québec, d'ailleurs, c'est drôle. C'était un des premiers shows qu'il y avait eu, puis il y avait plein de journalistes qui nous posaient des questions, je trouvais ça drôle, c'est juste un show d'humour dans une petite salle pour 70 personnes. Hein. Mais là, j'ai recommencé, j'ai fait mon show peut-être 7 fois, fait que je suis chanceux. J'ai joué en fin de semaine dans une petite salle, mais c'est des salles de 70, 80 personnes, 100, 120 personnes. C'est des salles qui diminuent le public. En fin de semaine, j'ai joué dans une petite ville à Yamachiche. Ça s'appelle le magasin Général Lebrun. C'est comme un magasin d'époque qui vendent des savons, des trucs comme si c'était un vieux magasin général à l'époque. Des colons, là, si on peut dire. Puis en haut, il y a une petite scène. Fait que là, j'ai joué 2 soirs le vendredi, samedi. Puis c'était vraiment du gros fun. Mais tu sais, c'est sûr qu'on a hâte que ça soit plein parce que, tu sais, le rire, même si t'as 80 personnes, 90 personnes, si la moitié trouve ça drôle, c'est 45 personnes. C'est quand même pas un rire de 200-300 personnes, il y en a 150. Tu sais, c'est tout le temps relatif. Tu sais, il faut que t'ailles vite, faut pas que t'aies le temps mort, il faut pas que tu lâches, mais tu sais, après ça, quand je vais dans des grosses salles, ben, ça va être, je pense que ça va être un peu plus, je sais pas si ça va être plus facile, mais en tout cas, on verra. Ben, je te le souhaite, mais c'est marrant parce que quand toi tu dis 90 personnes à 90, pour moi, c'est une grande salle. Il y a beaucoup de gens. Waouh! Ouais, ben, mais lorsque je joue au Bordel Comedy Club, là, eux sont rendus, je pense que c'est 45-50 personnes. Des plexiglas puis tout ça, fait que là, c'est vraiment différent. Mais moi, je suis pas le gars qui remplit 800, 1200 personnes comme d'autres humoristes, là. Mais tu sais, je trouve mais que le public continue à venir voir, mais ça, je suis content, puis qu'il y a des producteurs qui prennent des chances aussi, parce que les gens sortir de la maison, c'est comme ça un peu partout à travers la planète. Je pense que ça doit être comme ça chez vous aussi. Oui. Aller voir un spectacle, il y a encore une crainte, tu sais, avant que tout recommence, tu sais, ça va être long, mais on fait des podcasts. C'est ça. Tu tournes ici pour le moment avec ton spectacle qui s'appelle Plus de signal. De quoi parle le spectacle? C'est drôle parce que c'est un spectacle qui est en mouvance. C'est un spectacle que j'ai pas écrit. Peut-être fait 70 fois. J'ai fait une autoprod. Parce que quand j'ai fini mon autre spectacle, j'étais avec une grosse production. Puis là, j'ai décidé après de recommencer à faire des shows avec des nouveaux textes. Je travaille avec une personne qui a décidé de faire du booking dans des petites salles. Puis j'ai parti ça. Fait que j'ai fait faire mon affiche seul avec un photographe qui m'a appelé. Fait que on a fait l'affiche. On a décidé d'y aller avec mon gérant Martin Deshaies, puis ma petite boîte, Bang Management. Là. Puis on a fait ce show-là, fait que c'est l'histoire du show en arrière de ça, Plus de signal. Au début, je l'ai écrit, j'étais dans un chalet, puis l'électricité a coupé pendant 8 heures. Il y avait plus d'Internet, il y avait l'électricité, mais plus d'Internet. Puis sur la télé, c'était le Plus de signal qui se promenait. Puis ça me faisait rire comment, seul dans un chalet, avec la nature, comment j'ai angoissé. Juste être devant mon ordi, pas d'Internet, pas rien d'autre. On dirait que c'était vraiment plus lourd que ce que je m'attendais. Puis là, ça m'a inspiré le Plus de signal. Ben, c'était un peu ça. On veut performer, mais on n'est pas si bon que ça. Personne. Arrêtez. C'est vraiment un show qui est un peu axé là-dessus, de toutes mes difficultés. C'est très porté vers moi, mais tu sais, je pense que les gens se reconnaissent de la difficulté d'être un bon père, parce que tu sais, j'ai 2 enfants, que je trouve que c'est surévalué, mais d'être un mauvais père aussi, je trouve que c'est les gens qui se trouvent des défaites tout le temps. C'est beaucoup des sujets de société, si on peut dire. C'est pas le restaurant, c'est plus pourquoi les gens savent pas vivre au restaurant. OK. J'aime ce côté-là. J'aime raconter que j'aime lorsque ma blonde boit un peu trop. Tu sais, c'est des sujets un peu touchés, mais ça me fait rire que ma blonde, quand elle boit, elle se trouve particulièrement sexy. C'est le moment qu'elle l'est le moins dans la vie de tous les jours, parce que si c'était tout le temps cette fille-là, je pourrais pas vivre avec elle. Mais tu sais, je l'ai rencontrée quand elle était comme ça. Fait que tu sais, il y a comme tout le parallèle de... C'est un peu un show qui... C'est ça, je parle aussi de... Quand on fait un cadeau, faites un vrai beau cadeau, sinon faites-en pas. Tu sais, les gens qui donnent des petites pensées ou les gens qui inventent des règlements dans la vie. Tu sais, qui décident des règlements de vie, mais qui décident que maintenant, eux, on consomme trop. Fait qu'ils donnent du temps. OK. Mais toi, tu as donné un cadeau 2 mois avant, t'aurais pu me le dire. J'aurais économisé. Tu as retourné le cadeau. Fait que, tu sais, je parle beaucoup de ça. J'aime beaucoup aussi les gens qui sont trop parfaits ou ceux qui sont trop tout croche. Fait que, tu sais, c'est ça. Je ris de beaucoup de monde, mais tu sais, c'est orienté aussi vers ma vie. C'est un peu comme
un peu une journée de ce que j'ai oublié, pas capable de les quantités, la mesure, que des fois j'aimerais ça être un coureur des bois, tu sais, que je trouve que j'ai pas assez de virilité parce que justement je pleure tout le temps à cause de ma télé, je parle des animaux, c'est vrai que je parle de beaucoup de choses comme ça, ouais. De mes problèmes d'alcool à force de venir avec Mike, fait que c'est parfait. Est-ce que ta blonde n'a pas de soucis? Est-ce que tu parles d'elle sur scène? Oh non, elle trouve ça drôle, mais quand je parle de ma blonde, je parle de ma blonde, ses amis, les filles que je côtoie, parce que, tu sais, si la fille que je décris, tu sais, c'est très, des fois, c'est un peu mean, tu sais, mais ma blonde, c'est une scientifique, ceci dit, puis moi, je suis perdu, fait qu'on est deux personnes complètement, dans deux mondes complètement différents, que, tu sais, des fois, elle me pose des questions, là, puis je fais, hey, merde, tu sais, si je dis je fais ça, il y a des bonnes chances que ça soit pas fait, fait que, mais elle trouve ça drôle, des fois, tu sais, moi, je pense qu'elle a beaucoup d'humour face à ça, mais, tu sais, ma blonde est un public très exigeant aussi, elle aime ça, mais elle aime pas que je refais les gags que j'ai fait il y a 4 ans. Si je fais ça, elle va me dire, ben là, t'es paresseux, ou ah non, là, t'as triché, ou tu sais, c'est la personne la plus dure avec moi, mais elle a raison aussi, fait que, tu sais, elle aime beaucoup quand je prends des risques, elle aime ça quand je m'en vais dans d'autres zones, quand tu sais, elle aime ça être fière de moi, mais ça, je trouve ça drôle, mais des fois, c'est sûr que tous ses amis la regardent tout le temps non-stop. À chaque fois que je fais un gag, il la regarde parce que, tu sais, je parle beaucoup d'elle sexuellement, que je fais, ma blonde est plus jeune que moi, puis elle a des idées de le faire à tous les jours. Je fais, voyons, ça n'a pas d'allure, là. Moi, je fais du bénévolat. Tu sais, il y a comme ce côté-là que, tu sais, je suis le plus mauvais chum au monde, qui performe pas sexuellement, qui est pas manuel, qui est, moi, ça me fait rire. Je comprends. Ma copine, elle n'a pas de souci à ce que je fasse des sketchs sur elle, mais elle veut pas qu'elle soit là quand je les fais. Ok, pour de vrai, ça la dérange? Ben, ça la dérange pas, mais elle veut pas être dans la salle et que les gens sachent qu'elle est là et qu'elle se retourne sur elle, quoi. Ah, ok, je comprends. Ah, ben ça, ma blonde, je pense que ça la fait rire, là. Puis des fois, à un moment donné, elle a déjà comme fait, ben là, t'exagères. Puis là, c'est juste drôle parce que tout le monde est parti à rire. Puis quand le moment que tu dis que ta blonde est dans la salle, ben là, ça rit vraiment beaucoup parce qu'elle lève la main, puis là, tout le monde fait, oh non, ça n'a pas d'allure ce que t'as dit. Avec mes parents, quand je fais des blagues sur eux, qui sont dans la salle, là, je le dis pour que tout le monde les regarde, mais ça m'embête. Eux, ils peuvent pas trop me quitter. Ah non, c'est ça, c'est tes parents, mais ouais, mais ma blonde non plus, mais je pense pas, là. C'est exagéré, hein, c'est pour la blague, hein, mais... Non, mais l'humour, c'est le fun de parler de ce qu'on vit. Puis moi, j'aime ce côté-là, parce qu'avant, je faisais de l'humour beaucoup plus... Quand j'ai commencé, j'étais plus absurde, tu sais, c'était vraiment des sketchs je parlais pas d'être humain, mais c'était des situations qui se peuvent pas. Puis là, ben moi, j'ai décidé de prendre du quotidien, du day-to-day, mais le mettre avec des situations qui se peuvent pas. Fait que les gens se reconnaissent dans le sujet, mais c'est n'importe quoi que, tu sais, tu fais, mais oui, il va avec ça, là, tu sais. Il y a plein de choses que je dis des trucs, puis il fait, ben ça a pas d'allure, là, tu sais. Mais ça me fait rire côté-là, tu sais, de dire que mes enfants, tu sais, j'ai 2 enfants, puis, tu sais, je sais qu'il y en a un ou une des deux qui ira pas à l'université, ouais, parce que, en tout cas, l'indice, c'est ma fille qui me ressemble le plus. Fait que, tu sais, ça me fait rire de ce côté-là, mais ma mère, elle fait, oh non, elle est brillante, ta fille. Je fais, mais non, elle est brillante, c'est une blague, là. Dans le podcast, ce que j'aime bien faire, c'est remonter un petit peu le temps. Et j'aimerais bien savoir, quand tu étais petit, comment est-ce que tu étais? Est-ce que tu étais déjà un comique? Petit, j'étais pas comique, mais moi, j'étais gêné, j'étais timide. Mais quand je faisais mes exposés oraux, les gens riaient beaucoup. Je me souviens aussi, j'avais été dans une chorale à l'âge de 8-9 ans, 9-10 ans, en tout cas, j'étais dans une chorale 2 années. Quand je chantais, les gens riaient, sans que je comprenne pourquoi. Je me souviens, je chantais une chanson en allemand à un moment donné, puis j'ai dit, ben, Musikante, I want to Berlin, puis je sais pas ce que je disais. Mais les gens riaient parce que j'avançais, puis des fois, je chantais quand c'était pas le temps, ben, parce que je savais que c'était drôle. Mais avec mes amis, j'étais pas le gars le plus drôle. Tu sais, j'étais vraiment dans une bulle. J'étais un peu, même mes cousins, cousines, eux, ils me trouvaient très bizarre. Tu sais, être drôle, c'est être bizarre, mais parfois, mais ouais. J'étais comme ça, ouais. J'étais comme ça. J'étais pas le gars dans la classe, qui faisait rire tout le monde, qui était le best de tout le monde, là. J'étais un peu timide. Et est-ce que, à cette époque-là, tu regardais déjà des humoristes en te disant, j'ai envie de faire ça, ou pas du tout? Tu sais, nous, au Québec, il y avait de la comédie, c'était du burlesque, beaucoup de burlesque. Tu sais, c'est sûr qu'il y avait Yvon Deschamps, que j'avais entendu des textes. Mais quand j'ai vieilli un peu, puis j'ai entendu une cassette à l'époque, qui était un groupe qui s'appelait Paul et Paul, un duo après qui est venu Ding et Dong, qui c'est Claude Meunier. En tout cas, ça, c'était un groupe d'humour un peu absurde, très absurde. Et à partir de là, c'est à
à ce moment-là que je fais, j'ai goût de faire ça de l'humour. Puis il y a eu la première soirée d'humour à la télé qui était pas des galas, qui était les lundis des AA. Puis ça, c'était des shows avec plein d'humoristes. Tu sais, c'était les premiers shows télé. Puis à partir de là, ben là, il y avait du stand-up, il y avait des sketchs, il y avait des personnages, il y avait de l'imitation. Puis c'est là que j'ai vraiment eu envie de faire ça parce que c'était le moment que je trouvais plus drôle. Puis là, il est arrivé l'impro que j'ai vu à la télé. Puis là, j'ai fait aïe, aïe, aïe. Tu sais, fait que c'est ça. C'est tout venu à peu près en même temps. Mais moi, faire ça dans la vie, j'aurais jamais pensé. Et du coup, tu fais des études d'infirmier. Qu'est-ce qui t'a tiré là-dedans? Au début, j'étais en biologie. J'avais été accepté à l'université. J'avais fait des demandes qui étaient absurdes, tu sais, style à Vancouver, Calgary, Ottawa, puis Montréal. Puis j'ai été refusé à Montréal. Puis c'était ridicule, tu sais, je parlais pas anglais. Là, j'étais chez moi avec mes parents, puis là, j'ai vu qu'il manquait de gens pour travailler comme infirmier, puis j'ai fait, regarde, j'aime travailler, j'ai dit, je vais être infirmier. Je sais même pas pourquoi, j'ai pris mon cours, j'ai travaillé là-dedans. Tu sais, j'aimais le contact humain, mais moi, j'ai toujours été une personne de contact humain, je suis pas manuel, je voulais pas aller en droit, je voulais pas, tu sais, c'est ça. Fait que j'ai décidé d'aller en soins infirmiers. Mais en même temps, j'ai connu l'impro, fait que j'étais en soins infirmiers puis je faisais de l'impro. Fait que j'ai comme aujourd'hui, je fais de l'humour puis refuge animal, j'avais ces deux côtés-là. Mais d'ailleurs, j'ai lu que au début, quand tu t'es inscrit à l'école de l'humour, t'allais à l'école en journée et tu travaillais comme infirmier le soir. Ouais, la nuit, je travaillais de nuit. Ouais, mais je travaillais comme 2 jours semaine, fait que ça arrivait des fois que j'avais pas dormi, mais c'était... Mais quand tu décides de faire, d'aller au bout de quelque chose, ben tu y vas, là, tu sais. Puis moi, j'ai décidé d'y aller, mais tu sais, au début, je pouvais pas tout lâcher parce que j'avais mon appartement, mon auto, une blonde, puis tu sais, je pouvais pas tout changer ma vie. Oui. Mais je faisais les deux. J'allais à l'école de l'humour. Moi, avant, j'avais fait des concours d'humour puis tout ça, fait que je faisais de l'impro puis un petit peu de stand-up, puis j'ai décidé de m'inscrire à l'école. Ouais. Et est-ce que tu te rappelles de ta première scène où t'as fait de l'humour sur scène, donc pas de l'impro, mais vraiment stand-up ou humour? Ben, mon premier stand-up, je l'ai fait au cégep dans le cadre de. J'avais eu une bonne, mais j'ai présenté sur ma page Facebook un de mes premiers numéros. Oui, je l'ai vu. Ah, que c'est lourd, c'est tellement mauvais. Je parlais tranquillement. Oui. Puis c'est drôle, Frankie a à peu près une énergie comme ça. Je sais pas si tu connais l'humoriste. Oui, je vois bien, oui. Tu sais, le rythme slow. Puis tu sais, j'étais jeune, tu sais, j'étais bâti, je m'entraînais. Mais c'était un de mes premiers shows. Puis mon personnage était un personnage plus absurde. Je me souviens aussi de mon premier show que j'ai fait dans la ville de Laval, dans un bar. Je me suis fait insulter par le public tellement ça avait pas fonctionné. Oh. C'est pas grave. C'était ma première paye. C'est correct. Mais donc, comme on l'a dit, tu t'es inscrit à l'école de l'humour. T'es diplômé donc en 94, mais qu'est-ce que tu retires de cette expérience à l'école? Est-ce que tu le conseillerais à tout le monde ou pas spécialement? Ben, l'école c'est un beau milieu. Je suis très ambivalent. Je trouve que c'est une belle institution. Il y a beaucoup de gens qui ont été là et ça leur fait du bien. Moi, j'étais dans ma cohorte était un peu spéciale. Il y en a juste un encore dans ce groupe-là qui fait de l'humour. Ça fait que tous les gens de mon année font plus d'humour aujourd'hui. Fait qu'on est une des pires années de l'école nationale de l'humour ever. C'est notre année. Mais ceci dit, la tournée, apprendre à travailler en groupe, ça, j'ai adoré. Mais c'est juste que là-bas, je faisais des personnages, puis on dirait que j'aurais dû assumer que je fais du stand-up. C'est juste ça. C'est qu'après l'école, j'ai recommencé à faire ce que je faisais avant, mais j'ai eu des outils. Fait que tu sais, c'est tout le temps... Mais j'ai beaucoup aimé ça parce que faire la tournée, on avait une tournée avec une quarantaine de shows, fait qu'on a eu beaucoup de fun. Mais tu sais, mon numéro, il était pas si fort que ça. Tu sais, c'était pas... des fois, tu fais Colin, c'était le temps d'être fort, là. Mais tu sais, moi, on dirait, je me l'ai mis compliqué, mais c'est pas grave. Je me suis beaucoup amusé pareil. Mais il y a des gens qui peuvent prendre des cours. Tu sais, je connais beaucoup d'humoristes au Québec qui ont pas été à l'école puis que ça va super bien. Puis il y a des gens qui ont été à l'école qui sont super bons aussi. Fait que tu sais, ça dépend tout le temps de la personne, ce que tu vas aller chercher. Moi, le seul conseil quand tu commences en humour, c'est écoute, mais pas trop. Écoute pas tout le monde parce que tous les gens vont te dire quelque chose, mais c'est pas toi. C'est tout ce que t'es. Qu'est-ce qui te fait rire, toi? Puis si c'est un malaise, ben, tu vas trouver le comique dans le malaise. La façon de t'exprimer. Une idée, ben, c'est pas pareil d'une personne à l'autre parce que sinon, ben, tout le monde va avoir la même idée. T'sais. Faut absolument faire quelque chose qui te fait rire toi en premier. Si ça te fait pas rire, c'est même pas la peine de le faire, je trouve. Ouais, puis si ça te fait juste rire toi, à un moment donné, ben, si tu le fais pas, tu seras pas humoriste non plus. Fait que, tu sais, il faut que tu décides. Tu sais, des gens comme Martin Matt, ben, ils ont toujours fait ce que eux, ça leur tentait de faire. Puis, tu sais, ça fait une grosse mouvance. Puis, c'est dur de trouver son style. Tu sais, moi, je pense que sans être une vedette, tu sais, j'ai jamais gagné de prix ou de, tu sais, j'ai jamais eu
de shows en tournée qui ont eu des méga hits, mais ça fait longtemps que je fais ça. Mais que ça, l'humoriste fait de l'humour, un peu comme moi, c'est « Hey, tu fais du Fallu ». Du Fallu, c'est comme un gars qui s'en va là-bas, que ses numéros, il n'y a pas de finale, qu'on le sait pas trop, tu sais, mais c'est du travail faire ça. Puis moi, je suis content d'avoir ce drive-là. Mais tu sais, c'est sûr qu'on change à travers les années. Tu sais, mon stand-up après l'école, de là 4 ans, puis aujourd'hui, c'est complètement d'autres choses. Tu sais, on évolue. Ah, mais il faut évoluer parce que sinon, là, ça devient plate. Puis le public, il t'aime plus si tu restes pareil. Ok, mais c'est chouette d'avoir ton propre style, quoi. De dire, quelqu'un peut dire, ah, il a fait du Fallu, c'est quand même vachement classe. Ben, il y a pas grand monde qui font du Fallu parce qu'ils regardent mon compte en banque puis ils font, bof, on va faire du Louis-José Hood à la place, c'est plus payant. Ça reste que moi, je m'amuse, puis que, tu sais, qu'il arrive n'importe quoi, ben, je vais continuer à le faire tout le temps. Que ce soit dans une petite salle, une grande salle, moi, je m'amuse. Puis, tu sais, il faut que tu te respectes aussi, parce que si tu dis des trucs que ça te tente pas, mais si tu le fais sans show, ben, c'est sans show que t'as pas de fun à le faire. Là, je vais te dire un truc qui va pas te rajeunir, mais en 93, donc l'année de ma naissance, Ouais. tu as fait ton premier festival juste pour rire. 93. Genre, c'était spécial. C'était dur avant que j'aie mon premier gala parce que je faisais des auditions, ça allait super bien, mais ils me disaient t'es pas prêt. Là, j'attends ta naissance finalement. T'as-tu vu comment? Il y a quelqu'un qui est né en Belgique, c'est ton année de faire ton gala. Mais c'est vrai, je m'en souviens, c'est un premier gala. Lorsqu'ils me l'ont appris, là, j'étais tellement content. Là, c'était wow, c'était comme, je m'en vais à Disney là. Et ça s'est bien passé? Correct, pas mauvais, pas très bon, mais tu sais, c'était pas malaisant, mais tu sais, c'était spécial parce que c'est un autre rythme de jouer devant 1200 personnes, des caméras, te faire maquiller quand ça fait 6 ans que tu joues dans les clubs, dans les boîtes. T'sais, moi, je faisais des spectacles souvent devant des gens qui avaient trop bu. Puis là, j'arrive avec un vrai public, avec des gens qui ont aucune idée t'es qui. Fait qu'au début, ils t'écoutent, ils te regardent. Oui, et qui ont payé pour venir voir de l'humour aussi. Ouais, ils ont payé, mais ils découvrent. Mais ce que je me suis fait dire après, ils ont fait, c'était pas parfait, mais je pense que t'as appris beaucoup. L'année d'après, j'ai été repris pour un numéro de gala. Puis l'année d'après, je pense, ça avait été encore plus dur parce que les 4 premiers gags, j'ai eu aucune réaction. Puis ma mère riait tout seul. J'ai dit, maman, arrête de rire, tu me fais du mal. Puis après ça, le numéro a marché. Puis l'année d'après, là, j'ai eu vraiment une belle réaction. Mais tu sais, c'est comme ça parce que les gens, ils ont été gentils. Aujourd'hui, c'est plus dur. Si tu te plantes au premier gala, ben, il y a des bonnes chances que tu y retournes pas parce qu'il y a tellement d'humoristes. C'était une autre époque. Mais après ça, je l'ai fait pendant toutes les années après. Je crois que c'est en 99, donc en 99, que tu quittes ton métier d'infirmier. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait faire le switch de quitter ça et de consacrer uniquement à l'humour? J'arrive à 30 ans. Là, je me dis, si j'essaye pas, je le saurais pas. Je fais des spectacles, mais je suis pas heureux là-dedans. Là, j'ai une opportunité d'aller écrire pour de la radio à Québec, qui est à peu près à 2h30 de Montréal, là, pour les gens. Après ça, je m'en vais là-bas, j'écris pour la radio. Je prends mon année sabbatique. Au début, même, je peux pas la prendre, fait que je travaille les week-ends. Je descends à Montréal pour aller travailler. Et là, je m'en vais à Québec avec ma blonde de l'époque. Elle étudie à l'université là-bas. Là, je commence à faire de la radio. Au début, je suis auteur, puis après ça, tout commence. Tout a commencé par des rencontres. Puis le pire, là, c'est même pas une rencontre professionnelle. J'étais à un mariage d'une fille qui animait mon émission de radio. Puis j'ai rencontré, à notre table, il y avait un gars qui était là, que je savais qu'il travaillait en télé, mais tu sais, moi, je connais pas la télé à cette époque-là, beaucoup, là. Puis là, on rit vraiment beaucoup. Tu sais, on passe une soirée, là, à rire. Puis lui, j'apprends qu'il est réalisateur télé à Montréal, puis il fait des shows. Puis là, il me dit, t'es-tu capable d'écrire des gags parce que t'es drôle? Je fais, ouais. Il dit, ben, regarde, je te donne des sujets. Il m'envoie un truc. Il dit, ben, tu vas avoir une audition. Puis paf, j'ai un emploi sur une émission de télé, une grande émission de télé au Québec. Génial. À partir de là, je suis comme, là, la radio, ben, j'ai décidé de quitter Québec aussi. Fait que là, je retourne à Montréal. J'ai fait 2 ans là-bas à faire au début, j'écrivais, puis à la fin, j'étais en ondes à la radio. Tu sais, je faisais des shows radio. Là, je m'en vais à Québec, j'ai mon premier gala. En tout cas, puis là, tout a commencé à partir de ce moment-là. Tu sais, c'est fou. Quand t'oses, là. Mais j'ai travaillé fort, puis tu sais, c'est beaucoup d'efforts aussi, parce que, tu sais, puis c'est comme un film aussi, parce qu'il y a un huissier qui est venu chez moi un peu avant que je prenne la décision, parce qu'il y avait une contravention que j'avais pas payée, puis que c'était rendu un montant qui se pouvait pas. J'avais pas d'argent, j'avais rien, j'étais comme, tu sais, je travaille fort, puis j'ai rien. Fait que si j'ai rien, puis au moins je vis de ma passion, je vais l'essayer. Ok, ouais. C'est la première fois qu'une contravention est dite dans une phrase positive. Ouais, mais tu sais, c'est que tu fais, regarde, je vais
payer ça. Là, je suis parti. Tu sais, j'ai quasiment vendu des bouteilles vides pour mettre l'essence pour aller à Québec. Puis je me suis lancé. Oh, j'avais pas, tu sais, moi ma blonde on était nos boîtes, mais j'avais quand même un peu de sous, là, mais tu sais, j'exagère, mais tu sais, c'était pas. J'ai fait, regarde, on va l'essayer, mais c'est sûr que c'est déroutant, là. T'as travaillé beaucoup à la radio, à la télé. Qu'est-ce que tu préfères? Faire de la radio, faire de la télé ou c'est vraiment la scène? Moi, j'aime les trois en même temps. J'aime le mix. Moi, j'aime faire la scène parce que la scène, c'est ce que j'aime le plus, ceci dit, à travers tout ça. Faire de la télé, c'est le fun parce que ça fait travailler d'autres choses puis c'est un beau gagne-pain également, tu sais. J'ai fait 5 ans d'une émission qui s'appelle Encore, j'ai salé. Mais là, j'ai appris à faire de l'entrevue, j'ai appris à faire de la télé, j'ai appris à travailler avec plein de monde. Fait que, tu sais, là, je me suis fait des amis pour la vie. La radio, je l'ai fait beaucoup en région, un petit peu à Montréal, beaucoup moins à Montréal. C'est différent, mais ça, c'est des questions de pas de contact, mais de timing. Tu sais, des fois, ça marche pas. Mais la radio, c'est le fun parce que tout de suite, tu dis quelque chose, les gens réagissent. Ça, j'aime ça, tu sais. Tu te lèves le matin, la nouvelle, tu fais ton truc, ça sort, tout ça. Fait que j'aimerais ça en faire peut-être plus tard, mais on verra, là. Mais moi, j'aime beaucoup le mix de, tu sais, quand je fais de la scène, je tourne la journée, puis après, je vais faire un show sur scène, je trouve ça le fun. Tu sais, je trouve que c'est deux adrénalines complètement différentes. T'aimes varier les plaisirs. Ouais, puis j'aime aussi beaucoup rien faire. Ça, c'est mon quatrième. J'aime ça quand il se passe rien, là, de revenir à la maison, puis c'est un 2 jours à rien faire, mais c'est impossible avec une femme puis 2 enfants. C'est un appel à l'aide. C'est un appel à l'aide. Si quelqu'un veut bien aider Fallu. L'épisode, par contre, va sortir d'ici fin octobre, début novembre, donc j'espère que d'ici là, tu seras encore là pour être aidé. Ouais, je vais être correct, c'est certain. Comme tu l'as dit, dans ta vie, t'as fait énormément de scènes. Si je devais te demander, c'est laquelle la pire? Pire scène, c'est bizarre à dire parce que, tu sais, il y a des fois, il y a des shows que ça va pas bien. Moi, je me souviens surtout dans le corporatif, quand tu fais des shows pour des compagnies, quand le public est pas là pour toi, parfois, là, c'est dur et c'est lourd, là, tu sais. Il y a aussi une période, au lieu de dire des spectacles, des lieux, moi, il y a une période que j'ai vécu une rupture, puis j'ai trouvé ça très dur. Tu sais, je vais y aller dans l'émotion, je suis Fallu, et qui est dans l'émotion. Je revenais d'une tournée, j'étais parti 18 shows en spectacle à travers le Québec. Tu sais, j'ai roulé des centaines et des centaines de kilomètres, je reviens, puis je vois ma copine de l'époque. Comment ça va? Je vais te parler après ton gala. Puis je fais, dis-moi là, elle fait, on va s'en reparler. Ça marche plus nous deux. Puis j'ai été faire mon show, puis j'ai vécu comme une rupture avant un gala. Ow. Et je suis arrivé sur scène, et là, j'ai fait mon numéro, et je m'en rappelle plus ou moins, mais tu sais, ce feeling-là, d'être devant du monde qui applaudit, qui se lève, puis intérieurement, c'est comme, je pensais même pas à mon texte. Sur scène, je te jure, là, j'étais comme, y a-tu quelqu'un d'autre? Puis là, je faisais mon gag qui était pas là-dessus du tout. Puis là, je faisais mon gag, puis là, je fais, là, c'est sûr qu'elle me niaise depuis longtemps. Tu sais, toutes les questions qu'on se pose quand on... Oui, j'ai le goût de te faire un câlin. T'es devant 1200 personnes avec des journalistes qui analysent ton travail. Tu sais, une peine d'amour quand il y a autant de monde, puis c'est un texte qui est pas là-dessus du tout, là. Fait que, tu sais, tu joues ton texte. Mais avant, là, j'étais dans la ruelle, puis j'avais des petites lampes, puis après, je m'en souviens, j'ai fait la fête après en me disant, non, tout va bien. Tu sais, j'ai passé comme toutes les étapes d'une rupture dans la même soirée. Puis je me rappelle, cette soirée-là, c'était un show que, tu sais, qui m'a dit, ben, mon travail, même s'il arrive quelque chose, tu sais, même s'il y a de la maladie, si même il y a du deuil, parce qu'après ça, je l'ai vécu, ben, c'est ça mon travail. C'est d'aller sur une scène puis de faire rire les gens malgré tout ce que tu vis. Wow. Mais intérieurement, c'était comme une scène de film, je trouve. À fond? Mais quelle horreur! Oh, je te dis, j'ai vraiment envie de te faire un câlin parce que je suis désolé de t'avoir fait revivre cette émotion. Non, mais ça me dérange pas du tout parce que je trouve ça cute. Parce que, tu sais, des gens qui m'insultent, un public pas bon, un public qui est pas drôle, des gens qui se battent dans une foule, tu sais, je veux dire, tout le monde a vécu ça. Oui. Moi, je l'ai vécu souvent, là, mais tu sais, des trucs, quelqu'un qui est malade sur scène ou, tu sais, un gars qui me dit arrête de creuser ma blonde pendant un spectacle. Un gars hyper jaloux parce que sa blonde riait à mes blagues, puis là, il s'est fait sortir par la sécurité, puis la fille, elle restait là tout seul. Tu sais, ça, c'était des moments. J'ai joué longtemps dans des conditions douteuses, fait que c'est sûr que j'en ai vécu beaucoup de choses. Mais je vais te poser du coup la question inverse. Si je devais te demander la meilleure scène. Moi, c'est tout le temps la dernière que j'ai fait. Parce que j'ai tout le temps peur qu'il n'y en ait plus d'autres. C'est vrai? Ben, des fois, je me dis, imagine-toi qu'il arrive n'importe quoi, tu sais, avant le confinement, mais tu sais, tu fais un show, puis là, s'il y en a plus, s'il arrive quelque chose, tu sais, on dirait que je suis content de le vivre, de vivre ça, mais il y a des shows qui sont marquants pour moi. Moi, j'ai fait un moment donné, à l'époque, à Juste pour rire, j'avais fait le Fallu Tour, je faisais 4 spectacles dans des endroits, des lieux mythiques de Montréal. Ouais, le Centre Bell. Le Centre Bell, Stade Olympique, Théâtre Saint-Denis, puis la Place des Arts, mais j'ai fait le stationnement de la Place des Arts, j'ai fait la cage au sport du Centre
Centre Bell, j'ai fait une salle de conférence du Stade olympique, puis j'ai fait une petite salle à la Place des Arts, mais j'ai fait ça dans la même semaine. Ça, c'était assez éclaté de faire le Fallu Tour. Mais t'as fait aussi une scène de 24 heures, je crois. Oui, avec plein d'amis qui ont collaboré. On a fait un show 24 heures sur scène avec 50, 70 humoristes qui sont prêtés au jeu. Génial. Ouais, ça aussi, j'étais brûlé. On a commencé, puis on changeait de salle, parce qu'à un moment donné, on perdait notre salle. Mais avec un peu de monde, on a commencé, il y avait 70 personnes, puis à la fin, il y en a 26 qui étaient restés jusqu'au bout. Puis il y avait des fois, j'avais écrit des thématiques, puis des fois, il y a des chanteurs qui venaient. Vers 4 heures du matin, là, j'étais brûlé. On était sur la rue, sur Saint-Laurent, avec toute la gang, puis il y a un humoriste qui faisait des exercices du tai chi, fait qu'on a arrêté le trafic pour faire du tai chi dans la rue. C'est génial. C'était vraiment génial. C'était super drôle. Là. Sauf qu'après, je pense que j'ai dormi 2 jours. Oui. J'étais brûlé. J'ai fait ça en buvant pas trop d'alcool, pas trop de gourou, puis aucune drogue. Bah, félicitations. Je me l'ai fait offrir tout le temps. Il y a du monde. Tu sais, quand les clubs ont fermé, là, les gens arrivaient en me disant, fallu, j'ai quelque chose de me tenir éveillé. Je fais non, c'est pas besoin de ça. Bah, c'est bon à savoir, si vous voulez de la drogue gratuite, vous savez, vous faire un show pendant 24 heures, on va vous en faire. C'est ça. Ou sinon, venez à côté de moi, les gens m'en offrent, puis je dis non, fait que vous pouvez l'en prendre. De 2005 à 2009, t'as ton premier spectacle, puis après, en 2015, t'as ton deuxième spectacle. Pourquoi il y a 10 ans entre eux? 10 ans là-dedans, il y a eu de la télé. J'ai continué à faire des spectacles. Ceci dit, je pouvais faire 100 spectacles par année, mais à un moment donné, j'avais un producteur, ça n'a pas fonctionné. Ça a été comme un 4 ans de lui, il veut, non, il veut pas. Là, on va aller avec cette boîte-là, ça marche pas. Puis ça m'a comme découragé un peu. Fait que ce que je faisais, c'est que pendant ce temps-là, j'ai continué à faire un show qui était pas un show. Mais tu sais, c'est sûr que c'était pas un lancement à Montréal puis tout ça. C'est pas que j'ai fait d'autres choses. Là. J'ai pas été dans le bois construire des cabanes. Là. Mais j'ai continué à faire stand-up, mais j'avais pas de show, puis parce que c'était un investissement, puis c'était du temps, puis il fallait mettre des sous, puis tout ça. Mais j'ai trouvé ça plate. Okay, ouais. J'ai trouvé ça long, c'est plate. T'sais, quand tu fais ton show, puis les entrevues, ça fait 15 ans, tout le monde me pose cette question-là, puis ça m'énervait. Pas toi, là, mais... Désolé, moi je ne savais pas qu'on te l'avait déjà posé. Ça, c'est sûr, mais il y a eu comme un certain temps, puis quand je l'ai fait, j'étais content de le faire. T'sais, les critiques ont été le fun, mais c'est quelque chose de 6, 7, 800 personnes décident de venir te voir, puis qui payent un montant quand même assez élevé, pour aller voir un spectacle, c'est quand même... moi, je trouve ça tout le temps, wow, ok, merci d'être là. Même le fait de pouvoir se dire que tu payes des trucs avec l'humour, moi, je trouve ça génial. Dès que j'entends un humoriste qui dit ça, ça me fait rêver. Ah ouais, mais je gagne ma vie, puis je suis chanceux, là, je veux dire, je continue à faire des galas, à faire des trucs, mais je suis comme l'humoriste au Québec qui est connu, mais qui a jamais eu j'ai eu des hits sur scène, mais je veux dire, j'ai jamais eu comme, des François Bellefeuille ou des... Mike qui a gagné plein d'oliviers. D'ailleurs, il m'a donné un de ses oliviers, Mike. Dans mon armoire, là, j'ai un olivier, puisque Mike il est tellement généreux que lui, il a décidé de me remettre ça à un moment donné, parce qu'il dit « Fight fort » et tout ça. Fait que je trouve ça très hot. Ah, c'est génial. Mais ton deuxième spectacle qui s'appelait Bon Deuxième, moi, j'avais adoré, c'est toute la pub que tu avais faite autour avec les vidéos que tu avais fait avec Mike Ward, avec Laurent Paquin, avec Louise Richer. Ça me faisait tellement rire. Avec Catherine Levac, ouais. Puis ça, j'ai adoré ça. Puis c'était le fun parce que là, j'avais une équipe. Ils ont investi beaucoup de temps et d'argent là-dessus, mais c'était le fun parce que je trouvais que c'était un concept, l'affiche, il y avait quelque chose de le fun, de Bon Deuxième. Oui. Moi, c'était une façon de dire au monde, regarde, vous pouvez dire ce que vous voulez, je sais ce que je vaux. Puis c'était un show que j'ai travaillé avec Martin Cloutier puis Dominique Sion de Dominique et Martin, c'était un groupe, un duo québécois. Je vois bien. Martin est un gars hyper strict, puis là, lui, il m'a aidé à arrêter de juste délirer. Lui, si je faisais pas ce qui était écrit, il était pas content, fait que là, j'ai appris à faire un texte. Mais ça faisait une belle mise en scène aussi, on avait un décor. C'était un gros show pareil, il y avait beaucoup de moyens. J'aimais ça le faire, c'était un beau show qui n'a pas été capté, ça c'est plate, mais c'est comme ça. Je suis content de l'avoir fait. Ouais, je suis très heureux de l'avoir fait. Mais si tu pouvais capter le prochain, parce que moi j'ai pas eu l'occasion de voir les spectacles, du coup ça serait gentil. Ah oui, je vais le faire. On est en train de travailler là-dessus. Je l'ai l'autre, mais c'est comme les premiers shows qui captaient, fait que je sais pas si je peux mettre ça sur le web parce qu'il y a des bons numéros, mais c'est pas la captation. Mais là on est en train de travailler pour que le
prochain, plus de signal, qu'on va pouvoir le capter. Puis d'ailleurs, je pense qu'il y a 2 numéros que je peux pas faire télé parce que des fois, c'est pas des droits ou que je les ai fait dans d'autres galas. Là. Il y a 2 numéros que je vais prendre du spectacle Bon Deuxième que je vais insérer dans le show. 2 numéros que j'aimais beaucoup, que je vais pouvoir amener. Un numéro sur mes peurs, qui est un numéro que je chuchote. Puis ça me fait rire parce que je dis des absurdités, mais en parlant pas fort, ça change complètement le mood. C'est des gags les plus idiots, mais un peu en chuchotant. Ça me fait rire, ce côté-là. Ah, c'est marrant. Mais dans ce show-là et dans les vidéos que tu avais fait pour la promotion de ça, tu as énormément d'autodérision, tu te moques beaucoup de toi-même. Est-ce que c'est quelque chose qui, au final, s'est retourné un peu contre toi et qu'il y a des gens qui se moquaient de toi alors que tu connais pas? Tu vois ce que je veux dire? Qui se disent, tout le monde le fait. Oui, parce qu'à un moment donné, il y a des gags que je faisais au moment donné que j'étais victime de ça, puis c'est de ma faute aussi, là. Sauf que ça m'a fait travailler beaucoup aussi. Fait que, tu sais, que j'étais un humoriste de la relève, même après 20 ans. Tu sais, il y avait des gags. Mais l'année passée, j'ai fait un concours. Je vais te montrer, même si les gens ne le voient pas à la maison. J'ai fait un concours de Rose Battle. J'ai décidé de me laisser aller. Puis parce que sur scène, les gens parce qu'à la télé, il y a le fallu télé puis le fallu scène. Le fallu scène, il est un peu plus baveux et arrogant. Fait que moi, maintenant, les gens qui font des gags sur moi, je pense que je suis une personnalité publique. Fait que tout le monde fait des gags sur moi, mais je suis comme un humoriste qui est là. Je sais pas ça va être quoi l'équivalent, tu sais, peut-être en Belgique, mais tu sais, quelqu'un qui est là depuis longtemps, que tout le monde connaît, mais que, tu sais, c'est pas l'idole, mais qui est bon, mais que, tu sais, je sais pas comment définir ça, mais tu sais, je suis comme le gars qui est là, qui va être là encore dans 15-20 ans sûrement, mais c'est ça qui est drôle, là, tu sais, ça fait que les gens aiment faire des gags. Mais des fois, si tu fais un gag quand je suis pas dans le contexte, ça, je vais m'en souvenir, puis je vais essayer de te détruire par la suite. Ok. Mais en Belgique, on n'a pas encore ça, mais par exemple en France, il y a un humoriste qui s'appelle Seb Melia, qui se fait beaucoup vanner parce qu'il est dans le métier depuis longtemps. On fait des vannes sur le fait qu'il perce pas, même si maintenant il commence à percer, mais il y a beaucoup d'humoristes qui ont fait des blagues là-dessus. Et quand c'est des amis à lui, ça le fait rire. Quand c'est des gens qu'il connaît pas, ça le fait beaucoup moins rire. Ah ben moi, c'est vraiment ça, mais moi, tu sais, j'ai même fait un gag la semaine passée avec Alex Barrette, qui faisait une émission à Radio-Canada. Puis, il a pris une photo avec moi parce que il y a un autre artiste qui connaît des stars internationales. Puis il dit, moi aussi, je connais des stars internationales. Puis il y a une photo avec Fallu. Fait que, tu sais, c'est comme un... Puis sur scène, je ris beaucoup de moi. Fait que, tu sais, je l'ai, cette autodérision-là. Mais le show Plus de signal, je le dis au début, je suis un peu plus fâché. Poussez-moi pas à bout parce que là, il y a des... Puis là, je suis en train d'écrire un numéro pour le prochain show qui va être... que tous les gens qui ont ri de moi, j'ai décidé de les détruire à mon tour. Fait que ça va être une belle vengeance. OK. Une vengeance, mais humoristique, pas une vengeance personnelle. Sauf pour 2 personnes. Ah, j'ai hâte de savoir. Dans les galas aussi, je faisais beaucoup d'apparitions, puis j'étais tout le temps le gars perdu. Tu sais, un peu comme Dîner de con. Tu sais, Dîner de con, le personnage qui est imbécile, ben, il est important l'histoire, mais moi, j'étais souvent ce gars-là qui comprend pas tout le temps. Mais là, j'ai décidé de le laisser un peu, ce personnage-là, parce qu'à un moment donné, là, ça devenait lassant de tout le temps être le gars qui comprend pas. T'sais. Mais moi, je trouvais que tu l'as dit dans l'émission que tu as faite Rose Battle. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est une émission où il y a 2 humoristes qui vont se vanner l'un l'autre. Et il y a normalement pas de limite, mais c'est très 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 drôle. Surtout quand vous connaissez un petit peu les personnes. Moi, ça m'a fait énormément rire. J'ai regardé vraiment tous les épisodes en une journée. Mais je trouvais que c'était vraiment une force que t'avais. C'était qu'on avait l'impression qu'on pouvait pas t'atteindre. Les pires blagues, c'était toi qui les faisais sur toi. Ouais, mais j'aime ce côté-là. Puis, tu sais, même si tu me dis, c'est parce que si tu me dis, j'ai pas de carrière, mais tu sais, ça me dérange pas parce que, tu sais, je sais très bien que je suis plus riche que la personne qui fait le gag. Oui. Je le sais que j'ai réalisé plus de choses, mais en même temps, tu sais, c'est pas un concours d'orgueil, c'est un concours de blagues. Oui, mais je trouvais que c'était vraiment une force parce que des fois, tu faisais même des blagues sur toi et du coup, on riait de ta blague sur toi, puis tu faisais la blague sur l'autre personne qui riait aussi. Moi, je t'ai trouvé super, super fort dans cette émission. Ouais, c'est une stratégie parce que eux, ils m'ont dit au début, fais pas ça, comme quand j'ai commencé à faire du stand-up. Puis je fais, mais oui, mais moi, c'est ça mon humour, c'est de me ramasser pour te ramasser encore plus. Puis les autres, après, là, c'était dur pour eux de m'insulter parce que... Puis quand quelqu'un m'insultait trop élevé, ben ça peut être personnel, mais tu peux y aller aussi sur ma vie ou n'importe quoi. Mais moi, je trouve qu'en humour, il faut... Tu sais, c'était le rose, c'était comme un contexte, mais dans la vie, tu sais, m'utiliser pour un gag... Tu sais, là, je le dis au monde, des fois, il y a des gens m'appellent pour me le dire, puis je fais, t'as fait le tour, là. Tu sais, comme Sugar Sammy voulait faire un gag à un moment donné, puis peut-être 4 ans dans un gala, puis un de mes Stéphane Poirier qui travaillait avec lui, en tout cas, il travaille encore sûrement avec lui, dit, ben non, ce gag-là, il est plate, là, c'est faire un gag qu'il a fallu dans la relève, c'est plus drôle. Tu sais, dans le sens que ça peut être drôle, mais si tu fais un gag là-dessus, puis je suis là,
Tu sais, moi, il y en a un moment donné qui a fait un gag sur moi, un jeune stand-up. Tu sais, que j'étais un vieux, qui parle de sexe, tu sais, un vieux, tu sais, parce que, tu sais, les humoristes, souvent dans les soirées, ils ont 20 ans, puis moi, j'ai 50, là, tu sais, je fais pas, mais moi, je continue parce que j'aime faire du stand-up. Puis je l'ai ramassé, là. J'ai ramassé son numéro, un gag après l'autre, là, juste pour faire garde. Puis ça se fait pas. Fait que c'est comme ça, mais, tu sais, en même temps, mon personnage, tu peux rire de moi, puis c'est correct, mais il y a d'autres choses de plus drôles que rire de moi. Oui. Quand t'as fait le roast, ça m'a fait penser, t'avais fait un show à Juste pour rire ou à Comédia, je sais plus, mais c'était sur la fin du monde et tu vannais plein d'humoristes. Ah, ça m'avait fait tellement rire ce sketch. Ah, Laurent Paquin, c'était la fin du monde, puis je comprenais pas que c'était une thématique de gala. Pour moi, c'était vraiment la fin du monde. Puis il y a des humoristes là-dedans qui... Il y en a un, notre amitié, c'est comme brisé, là. Ah, merde! Ouais, il y a des gens qui ils trouvent pas ça super drôle. Puis j'ai lu un article à un moment donné parce qu'il y avait j'ai fait un gag sur Bruno Landry qui était dans un groupe qui s'appelait RBO Québec, un groupe d'humour qui était comme des inconnus ou tu sais c'est un grand groupe là tu sais. Uh-huh. Puis à un moment donné je suis chez le dentiste puis il y avait un article puis il y avait comme tu sais parfois il y a comme il y a l'article puis ils prennent un bout de l'article puis ils le grossissent puis c'était marqué c'est certain qu'un jour j'allais me faire rire de moi. Puis il a pris mon gag et il dit ce que j'ai fait aux autres mais je l'ai subi puis c'est pas si le fun que ça. Fait que ça m'a fait rire de faire un gag sur quelqu'un qui était un gag innocent là. C'était j'ai vu Bruno Landry, j'ai dit j'aime beaucoup ce que tu fais, je m'ennuie de toi, je vais prendre un Big Mac, une grosse frite puis une liqueur s'il te plaît. Tu sais, c'était un petit gag. C'est avec ce sketch-là que je me suis dit, je regarde beaucoup trop de vidéos sur l'humour parce que je comprenais quasiment toutes les références que tu faisais sur les humoristes. Ah ben c'est drôle, mais c'était comme un gag, tu sais, le gars trop parfait. Puis tu sais, c'est ça. Fait que l'humour de rire des gens, mais il faut faire attention aussi parce que des fois ça peut blesser pour de vrai parce qu'il y a des gens qui aiment pas ça. Fait que c'est tout le temps de faire attention de où tu vas, de comment tu le fais. Mais j'ai aimé ça le faire, mais après ça, en recommençant sur scène, j'étais trop méchant. Fait qu'il a fallu que je réapprenne à me calmer, à respirer, puis à pas être trop méchant. Ok. Ici, j'ai des petites questions un peu plus générales sur l'humour. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans le fait de faire de l'humour? Ben, l'autonomie, de pouvoir être mon propre patron souvent, si ça fonctionne, je sais pas, d'être imputable au résultat, tu sais, c'est moi, si je travaille fort puis il y a un résultat, c'est le fun. Quand les gens rient, c'est le fun. Aller dans d'autres villes, rencontrer des gens, c'est tellement trippant, tu sais, de me retrouver des fois, là, c'est différent, mais tu sais, de me retrouver à la pêche parce que je m'en vais 3 jours quelque part en show, puis je m'en vais en Abitibi, puis je rencontre quelqu'un qui a un bateau, puis qu'on s'en va pêcher, puis après ça, le soir, je fais un show, tu sais, j'aime beaucoup les à côté. J'aime beaucoup, des chambres d'hôtel, c'est le fun, aller manger, aller dans ton petit lit, mais c'est ça. Le 2 minutes avant le show, ça, c'est ce que j'aime le moins, le stress avant d'embarquer sur scène, là, je le déteste. Là. Je te comprends, moi, ça va monter sur scène, je le dis à chaque fois, mais pourquoi on fait ça déjà? Tu fais ça, moi des fois j'appelle des gens. Puis là je parle, il fait Stéphane Fallu, il faut que je te laisse, je m'en vais à un gars-là. Il fait tu m'appelles vraiment avant, puis je raccroche, puis je m'en vais sur scène. Mais quand je prends le micro, là, c'est tellement le fun de pouvoir parler, de pouvoir dire ce que je pense. Tu sais, on est chanceux de pouvoir s'exprimer. Je voulais aussi te demander, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite de ta carrière? Oh mon Dieu, j'aimerais avoir... Non, mais non, là, je pourrais-tu avoir un peu plus d'argent, s'il te plaît? Là? Arrête, là. Non. Moi, c'est ça, je veux continuer à faire des shows. On dirait que vu qu'ils ont fermé les frontières, tu sais, j'ai le goût d'essayer d'aller jouer ailleurs beaucoup plus. Mes enfants grandissent, fait que j'aimerais ça, tu sais, aller dans ton coin, aller juste aller m'amuser, aller faire des shows. Ben oui, ça c'est dans mes objectifs quand on peut aller se promener, je vais y aller, tu sais aussi. Je veux continuer à faire mon show d'animaux, j'adore ça. Mais moi je pense que c'est l'équilibre. Moi je me souhaite de l'équilibre. Je me souhaite des shows, mais je souhaite que mes enfants tu sais qu'ils soient corrects. Il faut que mes amis, tout le monde autour de moi, il faut qu'ils soient heureux pour que je sois heureux, tu sais, je suis un peu comme ça. Moi tout seul si les gens sont pas bien, mais je suis pas heureux. Ouais, je suis un peu comme toi là-dessus. Il y a des gens que j'aime pas quand ils vont pas bien, ça me rend heureux aussi, ceci dit. Je suis sûr que t'es pareil aussi. Ouais, je crois que tout le monde est un peu comme ça. Tout le monde l'avoue pas, mais je crois que tout le monde l'est un peu. Ce que j'aime bien faire à la fin du podcast, c'est ce que j'appelle l'interview name dropping. Je vais te demander à chaque fois de me citer un humoriste, que ce soit québécois, américain, français, peu importe. Parce que je sais pas si tu regardes des humoristes aussi français, américains, ou tu restes plutôt Québec. Ah mais j'en regarde, je regarde, mais je me souviens jamais des noms. Fait que je peux te dire, tu sais, celui qui a une barbe qui vient en Australie. Ça va être un peu ça. Ça va, j'essaierai de compléter les infos si je vois. L'humoriste le plus sympa que tu as rencontré.
Humoriste le plus sympa que j'ai rencontré. Hey, un humoriste, je vais y aller avec un français. Jack, pas de bro. Merde, je me souviens plus de son nom. Ah, merde. On va y aller au Québec. Parce que je suis mauvais dans les noms. Humoriste le plus sympathique que j'ai rencontré. Moi, j'aime beaucoup Sam Breton. J'adore Sam Breton. J'aime Sam. Sam, il est baveux, arrogant, méchant quand t'es dans une loge avec lui. Mais c'est un gars qui a un cœur gros comme ça se peut pas. Puis si t'as besoin de lui, il va être là. Tu sais, c'est un gars que j'adore ces genres de personnalités-là que j'aime pas ceux qui sont trop gentils, ils me font peur. Ok, tu te dis qu'il y a quelque chose derrière. Et ouais, il cache quelque chose, mais lui, j'aime beaucoup Sam. Mais c'est sûr qu'en humour, moi, perso, ben, tu sais, Mike, c'est mon ami depuis 20 quelques années. Tu sais, c'est mon chum, c'est le parrain de mon garçon. Tu sais, c'est un gars qui, on se voit pas une tonne, mais tu sais, quand on se voit, tu sais, je sais que je vais être là pour lui, puis il va être là pour moi. Fait que, tu sais, ça, je pense, c'est important aussi, là. Des humoristes sympathiques, il y en a énormément. L'humoriste qui, pour toi, écrit le mieux. Ah, qui écrit le mieux? Oh! Qui va me toucher, qui écrit le mieux. Ça, c'est que c'est touché des questions de même. Ben, tu sais, nous, au Québec, on a François Bellefeuille, mais qui a des auteurs. Fait que c'est pas lui qui écrit nécessairement. Ah, mais il est incroyable. Mais François, il est précis dans ses propos. Il est vraiment bon. Simon Gouache aussi, c'est un gars que j'aime beaucoup. Simon Gouache, il me fait énormément rire. Simon, il est génial. Mais dans l'écriture que j'aime le plus, qui m'a redonné le goût de faire de la scène puis à m'amuser, moi je pense que c'est Adib Al-Khalidé. Ah oui, mais je l'ai reçu dans le podcast aussi. Mais Adib, c'est un gars qui m'a appris qu'on peut raconter des anecdotes sur des émotions dans des situations puis que ça peut être drôle. Tu sais, on dirait qu'il m'a donné comme ouvert une porte en humour que j'allais pas. Fait que non, moi je pense qu'Adib, avec toute son imperfection, c'est ça que j'aime d'Adib, tu sais. Mais moi je l'aime, je l'ai jamais vu faire quelque chose que moi j'aime pas. Ben, je suis comme toi et même en interview, dans les podcasts, il est hilarant tout en étant intéressant. Et dans le podcast que j'ai fait avec lui, il a été tellement généreux et drôle. Enfin, mais moi, c'est au Québec, je pense que c'est mon préféré. Et donc, j'étais tellement content qu'il accepte de faire le podcast. C'est cool, ça. Ben, moi, je trouve qu'il est vraiment bon. Il est comme sympathique. Mais il y en a plein d'humoristes aussi qui sont sympathiques, tu sais, qui sont bons. Mais lui, il m'a particulièrement touché. Puis, tu sais, un gars qui écrit pas ses textes, c'est Simon Leblanc. Mais Simon Leblanc, il a des textes les plus hilarants, même si c'est un gars qui improvise presque tout le temps ou qui se fait un schéma dans sa tête. C'est comme quoi que l'écriture, c'est pas nécessairement sur papier. Jason Brocken, que je vais dire. Jason Brockers, c'est un gars qui, à chaque fois qu'il vient au Québec, là, je l'adore, ce gars-là. Ce que j'ai aimé de lui, là, c'est drôle parce que lui, au début, il connaissait plein de monde, puis il venait au bordel, puis il s'est assis, puis à un moment donné, il dit, Fallu, il dit, honnêtement, je te connais pas. Toutes les autres sont plus des stars que je connaissais, mais à chaque fois que tu vas sur scène, il y a tout le temps une régularité que c'est wow. Tu sais, c'est le fun. Okay? Puis là, on est devenus amis, puis à chaque fois, des fois, on s'écrit quand il vient au Québec ou n'importe quoi. Tu sais, lui aussi, je trouve qu'il joue bien. Puis j'aime son côté américain aussi, beaucoup de son stand-up. Puis il a pas une attitude avec d'autres Français, il devient pas il reste le fun. Parce que des fois, quand tu mets 6 humoristes européens ensemble, ça c'est un défaut. Ils se mettent ensemble puis on dirait qu'ils connaissent trop ça. Tu sais, il faut quand tu sors dans un autre pays, isole-toi de tes amis puis va voir d'autres mondes. Meilleur conseil de stand-up, fais ça puis là tu vas voir comment ça se passe pour de vrai. Là. Si t'es tout le temps avec tes 3 chums, ben tu vas comparer. Je vois ce que tu veux dire. Un humoriste que tu es fier d'avoir fait rire toi. Oh mon Dieu, un humoriste que je suis fier d'avoir fait rire. Oh my God. C'est vraiment une bonne question. Qui je suis fier d'avoir fait rire? Je vais essayer de voir dans les galas. Ah, comment il s'appelle? L'humoriste anglais. Merde. C'était un show qu'on avait fait pour Mike. C'est un humoriste anglophone. Il a une belle gueule. Jimmy Carr. Ouais, Jimmy Carr était sur le show, sur le spectacle. Puis moi, j'ai décidé de faire mon numéro en anglais devant 800 personnes. C'était un spectacle pour la liberté d'expression. Puis il est venu me voir après en me disant « What's happened with you? Are you retarded or you just don't speak English? » Et moi, ça m'a fait rire de faire que tout le monde, le public criait puis il me voyait qu'il n'y avait aucun sens de ce que je disais. Tu sais, de l'avoir fait rire, ça m'a fait rire. Tu sais, d'être mon personnage imbécile devant des Anglais, que même si des fois je faisais attention, puis qu'il y avait des francophones, puis c'était vraiment un fou rire qui était pas dans la salle parce qu'il n'y a rien qui marchait, que lui, il regarde ça avec tous des humoristes à travers la planète, puis t'as Fallu qui est là, qui fait quelque chose qui se peut pas, tu sais, que j'avais l'air d'un gars de la rue qui ont mis sur scène. Puis lui, il voyait que tout le monde me connaissait, puis il comprenait pas qu'est-ce que je faisais là. Ça m'a fait rire, ouais. Puis aussi, quand la première fois que dans un gala, j'étais au Québec avec Yvon Deschamps, puis quand je suis sorti de scène, il m'a dit « Tu m'as bien réchauffé ça, le jeune ». Fait que ça j'ai trouvé ça hot.
À fond. Mais pour les Français et les Belges qui écouteraient le podcast, Yvon Deschamps, c'est la plus grosse légende de l'humour au Québec. Mais tu sais, à l'époque, parce que là, à l'époque, là, je sais plus si on peut dire son nom sans être banni sur Internet, mais tu sais, Dieudonné, les premières fois qu'il est venu, je m'en souviens, il m'avait présenté en disant « Le prochain humoriste, je ne le connais pas. Je ne le sais pas s'il est drôle, mais je sais qu'il a un micro. Stéphane Fallu. » Il m'a présenté comme ça, et c'est une de mes plus belles présentations, avec aucune émotion, que ça m'a fait rire. Puis il fait « Ouais, j'étais un connard, hein? » Il était content de dire qu'il avait été un connard. Il dit « Toi, tu peux le prendre. » Ça m'a fait rire, parce qu'il était avec Élie Simon dans ce temps-là. Elie Semoun, oui. Ouais, ces deux-là que je trouvais ça impressionnant, mais c'est à l'époque. C'était avant toutes les affaires avec lui. Une autre question, là, je vais plugger un autre humoriste. Vas-y. Ça marche. L'humoriste qui, pour toi, est le meilleur ou la meilleure improvisatrice ou improvisateur? Regarde, je vais aller avec quelqu'un peut-être que les gens connaissent. Moi, j'ai rencontré Jamel Debbouze quand je faisais un tournoi d'impro à Trappes à l'époque. Puis je m'en souviens, il était venu au Québec puis il avait dormi chez moi sur un divan. Oh, punaise! Pendant une semaine, j'ai Jamel Debbouze qui a dormi sur un vieux divan laid. Wow! Puis la première fois que je l'ai vu après en stand-up, de partir dans sa folie, moi je parle de ses débuts parce que je l'ai pas vu une tonne de fois sur scène, mais quand on se revoit, on est content de se voir. Mais de le voir sur scène, de partir avec, c'était un petit gars d'impro, puis que son handicap, puis que d'être capable de parler à tout le monde. C'est parce que je pense que lui, il a eu un travail par rapport aussi, tu sais, c'est de l'humour ethnique, amener ça au large public. Tu sais, moi, je pense que à Laval, un arabe qui commence à parler, il n'y en avait pas une tonne à l'époque, je m'en souviens. Puis son numéro était supposé de durer de 8 à 10 minutes, puis il avait fait 32 minutes sur scène. OK. Et j'avais énormément ri. Puis j'espère que c'était son matériel, parce qu'après on en a parlé, peut-être que c'était pas tout son stock de stand-up, ceci dit. Mais moi, il m'avait fait énormément rire, puis je l'ai vu faire d'autres choses avec moi. Mais pas avec moi sur scène, mais qui m'avait fait rire énormément. Fait que ce côté-là, moi j'avais été impressionné, tu sais, c'était quelqu'un que tu connais au début qui est tout jeune, il avait 17 ans, là. Fait que ça, j'avais trouvé ça impressionnant. Ah oui, mais maintenant c'est une des plus grandes stars de l'humour en Europe en tout cas, et en impro c'est une légende, il est reconnu là-dedans, mais malheureusement, comme tu dis, il a été pris aussi dans des affaires de copie comique, donc il y a des petits doutes sur certaines choses, mais ça n'enlève pas tout ce qu'il a fait au niveau de l'humour, parce que c'est lui qui a vraiment amené le stand-up en Europe, qui a créé toute une scène d'humour, de stand-up avec le Jamel Comedy Club et tout ça. Un humoriste qui t'a surpris dernièrement? Ah, dernièrement, moi j'ai un ami, ça fait longtemps, avec qui je fais du stand-up, qui s'appelle Ouellet. Il a une grosse barbe, il fait de l'humour, c'est un gars tatoué, il a l'air méchant. C'est un gars qui vient de la Gaspésie. Il fait de l'humour de gauche, avec un look d'un gros biker. Puis j'ai fait un spectacle avec lui, puis ses vannes, ses gags sont super drôles, c'est brillant, mais la façon de le faire, il y a pas de morale. Fait que j'aime beaucoup ce côté-là de quelqu'un qui a réussi à me faire de l'humour de gauche, mais avec un détail de plus. Fait que, tu sais, mais c'est sûr que c'est un ami, mais ça fait longtemps qu'on fait des shows ensemble. Puis là, il a trouvé sa voix, puis là, il m'a vraiment surpris que, tu sais, j'ai fait, wow, j'irai le voir en show, là, pas parce que c'est un ami, parce que je trouve ça drôle. Tu sais, qu'il y a des gags, tu fais, oh my god, j'avais pas écrit ça. Ça, c'est Simone. Allô, c'est j'ai fini à pas long, ma petite fille. Fait que, Ouellet, qui est allé le découvrir, puis il fait des capsules sur le web, il travaille fort. C'est un gars que j'aime beaucoup. Puis un autre gars avec qui je travaille dans ma boîte, c'est Pierre-Luc Pomerleau, qui est un stand-up hallucinant, qui est bon, il a son rythme. Tu sais, c'est plus classique, mais si vous voulez écouter ses numéros, là, il y a un numéro qui a fait dernièrement il était au cours de natation de sa petite fille, puis c'est juste des papas qui sont là. Que là, ils sont autour de quelqu'un, puis ils chantent des chansons avec des bébés dans l'eau. Fait que ça, mais c'est drôle, sa façon de voir des choses. Il fait des imitations aussi, il est vraiment bon. Fait que c'est les deux noms. OK. Ah ben on ira voir ça. Pour terminer, je vais te demander de choisir entre deux humoristes. Tu dois me dire celui qui te fait le plus rire sur scène. OK, vas-y. Entre Phil Roy et Sam Breton. Ben, c'est plate pour Phil, parce qu'il est super gentil, mais c'est Sam. Okay. Sam Breton, parce que j'aime l'anecdote, puis j'aime sa vulgarité. Phil est très proche, parce que Phil, son énergie est hallucinante. Tu sais, lui, quand il commence, mais tu sais, Sam est plus cute. Je vais le dire, parce que je le dis à chaque épisode, mais de toute façon, toutes les personnes qui vont être citées sont que des humoristes de talent. C'est juste pour voir un petit peu le style qui te touche le plus. Pas pour dire que l'autre est moins bon, mais plus celui qui te touche toi plus. Mais tu sais, en humour, mais Phil, en animation, pour faire d'autres trucs, il est vraiment bon aussi. Tu sais, pour animer un gala, il est hallucinant. Tu sais, ce que ça m'a jamais fait non plus. Entre Catherine Levac et Rosalie Vaillancourt. Oh mon Dieu, ben là, c'est quoi ces questions-là? C'est deux personnes que j'adore.
Catherine, on se côtoyait plus, je la vois pas souvent. Ça fait longtemps que je l'ai pas vue sur scène. Rosalie, je fais beaucoup de spectacles avec elle, fait que je vais y aller avec Rosalie. Mais Catherine Levac, c'est plus qu'une humoriste, là. C'est une comédienne, moi, je trouve qu'elle a quelque chose de vraiment, de quelque chose de formidable, cette fille-là. Mais Rosalie me fait rire, je trouve qu'elle est méchante, elle est bête, elle aime les animaux comme moi. Fait que je vais y aller avec Rosalie. En parlant d'animaux, on entend ton chien en arrière. Ouais, il y a des gens qui arrivent, et voilà, c'est mon Gustave. Ça va, je vais vers la fin, t'inquiète. Entre Mike Ward et Laurent Paquin. Ah, là, c'est deux de mes bons amis. Voyons, Mike. Non, mais Laurent, je l'aime, là, mais tu sais, il y a plein de monde qui l'aime. Moi, c'est Mike, c'est mon pote. Mais Laurent aussi, c'est mon pote. C'est ça, si t'avais pris d'autres personnes. Mais tu sais, Mike est le parrain de mon garçon, il est gentil. Puis j'y dois pas d'argent. Tandis que Laurent, je dois de l'argent. Alors, j'y allais avec Mike. Mais Laurent, Laurent, c'est un ami d'impro. On a voyagé ensemble. Je pense, j'ai été dans ces gars-là pendant 4-5 ans. C'est deux personnes que j'aime beaucoup, mais tu sais, Mike, c'est ça. J'ai un petit lien, un petit crush sur lui. Il est tellement sexy. Il a des fesses satinées. Entre Patrick Huard et Martin Matt. Mais Martin Matt, Patrick Huard, quand il a commencé, son premier show était tellement fort, là. Mais il a arrêté de faire du stand-up, il est plus comédien, tu sais. Puis Martin aussi, il a continué à faire des shows, mais moi, je pense qu'il est rendu comédien. Fait que, regarde, je vais prendre Laurent Paquin entre les deux. Ça marche. Entre Louis-José Houd et François Bellefeuille. Ah, ben là, tabarnache, hein, c'est deux machines. Louis-José, je le connais depuis qu'il est tout petit dans ses premiers shows. François, tu sais, c'est lui qui a stérilisé mon chien, qui a enlevé les testicules à mon chien. Quand il était vétérinaire, alors pour cette raison, je vais prendre François Bellefeuille. Entre Jean-Thomas Jobin et Yannick de Martino. Ah, ben là, c'est Jean-Thomas. Et Yannick, je l'aime beaucoup, mais Jean-Thomas, on a fait la première tournée. On peut voir l'affiche, la tournée juste pour rire en arrière. On la voit pas, mais loin, mais avec Cathy Gauthier puis Pascal Babin. Mais tu sais, Jean-Thomas, c'est mon Jean-Thomas, c'est mon bébé chat. C'est juste que je trouve qu'il est fin, il est beau, il a tout, il a un corps parfait. Il a une petite langue douce. Je l'aime. J'espère qu'il entendra cette partie. Ouais, j'espère. Dernier choix entre Mariana Mazza et Virginie Fortin. Ben, Virginie, je fais de l'impro avec elle, je l'aime beaucoup. Mariana, ben, tu sais, c'est un bulldozer d'émotions que j'adore, tu sais. Avant, je voyais beaucoup plus Virginie, mais je la vois plus beaucoup. Mariana, ben, on s'est vu, des fois elle vient à la maison, tout ça. J'aime les deux. Je trouve que c'est deux univers complètement différents. Virginie, moi, là, c'est rare que je dise à quelqu'un, tu devrais, tu sais, elle, quand je l'ai rencontrée, je m'en souvien, elle voulait faire du stand-up, puis je l'ai tellement encouragée parce que c'est deux filles que j'aime énormément, mais je coucherai jamais avec eux parce que quand c'est non, c'est non. C'est comme ça, maintenant, il faut dire non avec les listes d'humoristes, tout ça, là, c'est non. Je les respecte beaucoup, les deux, également. J'ai un petit crush. Alors, impro, Virginie, puis stand-up, Mariana. Et alors, maintenant, toute dernière question. J'ai vu que tu l'as posée d'ailleurs aussi dans ton podcast, mais qui est-ce que tu aimerais que j'invite dans le prochain épisode? Ah, mon Dieu! Qui t'a reçu jusqu'à date? Québec, j'ai reçu Virginie Fortin, Adib Al-Khalidé, Phil Roy, Pierre-Bruno Rivard, Guillaume Wagner aussi. Oh, le beau Guillaume! Oui. Le papa Guillaume. Qui tu pourrais recevoir qui est le fun? Mais c'est sûr que Laurent, tu adorais, mais c'est un gars d'impro également. Laurent. Oui, mais j'adore. Ouais, j'aime beaucoup Laurent. Peut-être moins connu, mais Richardson Saphir, va regarder ses vidéos. Je connais bien. En fait, il était venu dans l'équipe d'impro de Virginie en Belgique et c'est là que je les ai rencontrés. Oui, c'est un gars que j'aime beaucoup, Rich. Si tu veux qu'il t'a dépaysé dans le français, tu sais, quand tantôt je te parlais de Ouellette, là, c'est pas, ici, c'est un gars qui fait du stand-up, qui est dans le relève, mais il fait des galas, tout ça. C'est un gars intéressant. Sa blonde aussi fait de l'humour, Sylvie Tourini. C'est deux personnes que j'aime beaucoup. Fait que, recevoir Ouellette, moi, je pense que ça serait chouette, parce que là, les gens seraient dépaysés. Ok. Tu sais, quelqu'un qui est, moi en tout cas je l'aime beaucoup. Sinon, t'as parlé de Sam Breton qui est super fin. Étienne Dano, c'est un gars qui a un cœur gros comme ça. Tu sais, on parlait des gars gentils. Frank Dubois, je sais pas si tu connais. Le gars il plug des gens comme ça. Fait que non, mais moi je pense que ce soit n'importe qui. Moi je vais regarder tes podcasts puis je vais écouter ça. Ah ben merci. En faisant mon jogging, ça veut dire regarder la télé.
Mais ça va, tu vas pouvoir regarder la télé longtemps parce que je fais des longs épisodes et que j'ai vraiment envie d'en faire beaucoup. Ah ben c'est parfait. Ben moi, je m'excuse, c'est moi qui coupe un peu parce que mon garçon joue au baseball. C'est ça être papa. Mais il n'y a pas de problème, tu m'avais prévenu pour le temps, donc c'est parfait. J'ai posé presque toutes les questions que j'avais envie de poser. Donc merci beaucoup d'avoir accepté de faire le podcast. Et encore une fois, merci de m'avoir fait découvrir l'humour au Québec parce que c'est ce que je préfère en humour maintenant. Il est super fin, mais pour de vrai, Régis, quand j'avais eu ton appel cet été pour le faire, c'était un peu impossible parce que je travaillais beaucoup. Puis là, de le faire, je suis hyper content. Puis j'espère que les gens vont te découvrir. Puis j'espère qu'on va te découvrir en stand-up quand ça va être terminé, cette pandémie-là. Ça serait le fun que tu viennes jouer. Parce que si tu viens, je vais m'organiser pour quelques spectacles puis qu'on s'amuse sur scène. Ah, c'est vraiment gentil, merci. Ça me ferait plaisir. Fais attention à toi. Puis salut à tous les Belges. Je vous aime. À toi aussi. J'ai hâte d'être chez vous prendre un galopin de Faro. Hein? Ok, je connais pas. C'est une bière rouge. Ok, ben dessus. Je suis rendu. Moi, je vais dans les places de touristes, c'est pour ça. Salut, mec. Allez, salut, merci beaucoup. Plaisir. Merci d'avoir écouté Humeur humoristique. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner et à le partager autour de vous. Si vous avez détesté, écoutez le suivant. Il sera mieux. Bisous.